Bonjour vous et bienvenue sur votre podcast d'actualité jeux vidéo préféré, Singe Pop Podcast, j'espère que vous allez bien. Bonjour étagère. Salut. Bonjour Mage. Bonjour. Bonjour Silver. Bonjour Florian. Bonjour Framboisette. C'est qui? C'est toi. Ah bonjour. Oui, et ça va bien tout le monde? Ouais. Vous êtes en Ça forme? roule. La semaine qui recommence, bah là on est tous réunis hein, après quelques petites semaines où on était un petit peu dispersés pour d'obscures raisons à droite à gauche, que ce soit pour le travail, etc. Moi-même d'ailleurs j'étais pas là la semaine dernière. C'est pas vrai, c'était pas pour le travail. Si, c'était pour finir d'écrire ma vidéo. Tout le monde était pris d'une diarrhée, chacun son tour. Oui. Oui, d'accord. Bah oui, j'ai taché mon pantalon et j'ai dû changer de bureau. Non, tu as trouvé Pas ton de chaise, pantalon. de bureau. Non, j'ai trouvé mon bureau. Parfait. C'était vraiment très violent. Je vais pas vous faire les détails, mais c'est pas l'acide, hein, c'était la force. Enfin bref, cette semaine, nous avons fait pas mal de vidéos, comme chaque semaine, j'ai envie de vous dire. Hein. On a fait une vidéo qui a très bien fonctionné sur les speedruns lents de la part de Mage. Mage, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton projet qui t'a tenu en haleine sur ces derniers jours? Ah, les speedruns lents. Bah écoute, c'est tout simplement une vidéo sur les speedruns lents, donc techniquement les speedruns les plus longs qu'on puisse trouver, entre guillemets, sur internet, et qui sont pas forcément les plus intéressants, parce que ça va de 100 heures à 600 heures, si je me trompe pas. C'est ce qu'elle disait. C'est ce qu'elle disait, oui. Et donc voilà, bon, une petite vidéo assez sympathique où on parle de speedrun et de trucs qui durent très longtemps. Moi, ça me va. Je t'avoue que j'apprécie toujours parler du speedrun, même si, ça change à chaque fois. Il faut toujours réapprendre un truc selon tous les jeux auxquels tu fais face. Mais c'était un exercice très sympathique, et visiblement les gens apprécient, donc... Les gens, et même les speedrunners, enfin on a eu le retour quand même de Bafan, qui est venu en commentaire et qui a partagé la vidéo aussi, donc ça fait toujours plaisir, hein, Bafan, qui est donc le réalisateur du speedrun de Baton Kaitos francophone, qui avait été champion du monde pendant des années. Fut un temps avant de se faire dépasser par FN, c'est ça? Je sais plus, je sais juste qu'il est japonais et très énervé. Oui. Surtout aussi que du coup un petit détail qu'il a voulu rajouter, c'est que lui il risque pas de battre le record sur ce Baton Kaitos là, vu qu'il trouve que c'est un peu vain de continuer à se battre sur Baton Kaitos maintenant qu'il y a le remaster qui est sorti, donc lui il essaye plutôt, je crois que c'est une autre catégorie d'ailleurs le remaster de... Oui, c'est un autre jeu, donc pour le coup... Il a expliqué qu'il y avait un système d'achievement, donc du coup la run elle est encore plus longue, parce que pour faire le 100% faut faire tous les achievements de Baton Kaitos. Ah d'accord. Ça c'est du 100% comme on aime. Il y a également eu de ma part un test de Spider-Man 2, tourné sur mon problème avec Spider-Man 2, hein, qui est juste au niveau de son histoire. Je vous spoile pas, parce que de toute manière si vous écoutez les Blast News, vous savez qu'est-ce qui m'a pas plu dans Spider-Man 2, et il y a des chances que j'en reparle, parce que ça fait partie des jeux que j'ai réussi à terminer sur ces 2 dernières semaines, mais j'irai très vite, rassurez-vous, parce que j'aurai beaucoup de jeux à vous partager dans ce que j'ai pu faire avant. On t'inquiète pas, on va te laisser de la place. Oh, c'est gentil, merci beaucoup. Et enfin, on a eu Mage qui a sorti un défi sur Red Dead Redemption 2, un défi un peu particulier. Est-ce que tu veux nous en parler aussi? Bah écoute, c'est un défi plutôt simple, étant donné que j'ai décidé de prendre le concept de Red Dead Redemption 2 à l'envers, hein, partant du principe que tout le monde a des armes vu qu'on est aux États-Unis et que tout le monde est très susceptible et tire sur tout le monde. Je me suis dit, tiens, si je me battais que avec mes points. Et j'ai tenté de terminer Red Dead Redemption 2 avec mes points. Je vais pas vous en parler plus que ça, parce que sinon ça finirait vite en spoil. Mais voilà, c'était une petite aventure patate, j'ai bien apprécié. En plus, tu nous as fait une super miniature, Mais 10 sur 10. J'ai juste collé ta tête sur le screen que tu m'as envoyé. 10 sur 10, quand même. Moi, j'applaudis. Et enfin est sorti, alors là où on l'enregistre, le podcast c'est pas encore sorti, mais ça sortira du coup au moment où vous écoutez ce podcast, parce que normalement on n'aura pas trop de retard cette fois-ci sur la publication du podcast, parce qu'on a aussi du retard sur le précédent. C'était la semaine catastrophe. Ça a été catastrophique. Le test de Like a Dragon Gaiden de la part d'Étagère, est-ce que en 2 mots, ton expérience sur ce test, c'était comment, Étagère? Vivement Yakuza 8, hein. Ok, tu nous en parles un peu plus dans À quoi tu joues? Ouais, sans doute. Ça marche. Je vous invite à aller voir tout ça. Je vous invite également à vous abonner à notre Patreon pour nous soutenir. Vous êtes 250 patriotes actuellement. Merci beaucoup pour votre soutien. Je vous rappelle que ça vous permet d'avoir accès à des vidéos un petit peu en avance, les vidéos iconoclastes. Sans publicité. Sans publicité, sans sponsor non plus. Ça vous permet également d'avoir accès à un Discord exclusif réservé aux patriotes.
Et malheureusement, comme je vous l'ai dit, on a été à la bourre, donc comme le podcast a été diffusé mardi, il n'y a pas eu encore trop de possibilités de pouvoir commenter, donc on n'a pas de commentaires à vous lire pour cette semaine. Oh, on a eu droit quand même au complément vis-à-vis de nos voix. C'est vrai ? Ouais, on nous a tous complimentés sur nos jolies voix de tous les gens qui font du podcast. Voilà, et apparemment, ils apprécient bien de nous écouter. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes et à tous. On va peut-être pouvoir embrayer sur la première chronique. À quoi est-ce qu'on a joué ? Du coup, je rends le bâton à Étagère. Parle-nous un petit peu de ce à quoi tu as joué, inclusivement Like a Dragon. J'avais terminé, je l'avais dit dans le dernier podcast, j'en suis venu à bout de Yakuza Gaiden Like a Dragon, donc un jeu... Sega, pourquoi vous avez fait ça ? C'est-à-dire qu'on part du principe qu'ils sont très contents de présenter un projet qu'ils ont terminé très fièrement en 6 mois, mais qui sont très fiers de vendre 50€ aussi. Ah oui. Ah oui, non mais il est disponible sur le Game Pass, donc la pilule passe un peu mieux, mais Yakuza Like a Dragon, enfin, d'ailleurs c'est plus Yakuza, c'est Like a Dragon Gaiden, The Man Who Erased His Name, c'est cette idée très étrange de faire un préquel à ce qui est canoniquement un 7e épisode d'un jeu vidéo, tout en spoilant le 7e épisode en question. D'accord. C'est une aventure miniature, hein. Il a des allures de stand-alone qui dit pas son nom. Ah, c'est clairement, comment dire, tu joues Kiryu pendant les événements de Yakuza 7, enfin de Like a Dragon. Kiryu qui est, rappelle-le. Kiryu qui est le protagoniste légendaire de la saga Yakuza. Le truc, en fait, c'était qu'à la fin de Yakuza 6, Kiryu, symboliquement, il efface son nom. Il prend la responsabilité de quelque chose qui a très très mal tourné. Je vous laisse jouer à la saga Yakuza pour le découvrir, mais Kiryu efface son nom. Like a Dragon était censé être l'épisode du passage de flambeau avec Kasuga, et c'est réussi. Ichiban est très attachant, sauf qu'il y a Kiryu dans le jeu. Pourquoi ? Ça, je le spoilerai pas, Gaiden le fait très bien pour moi, mais du coup, tu joues Kiryu dans cette aventure dans laquelle il a pas le droit de porter son nom, et pendant tout le jeu, vraiment, j'ai eu l'impression qu'on se foutait de moi. Kiryu, vraiment, non content de dire, de se promener juste dans les quartiers dans lesquels il est très connu. Tu vas à Sotenbori, qui est le fief historique de Majima dans Zero, mais Kiryu y est allé lui-même dans Yakuza 2. C'est quelqu'un qui est très connu, quoi. Il a pas changé le monde et tué Dieu, mais il est pas loin, quoi. 6 fois. Et comment dire, il y va, mais son déguisement, c'est vraiment juste un costume cravate, enfin juste un costume, il a pas de cravate, mais juste un costume différent et une paire de lunettes. Et il se fait pas appeler Kiryu, il se fait appeler Joryu. Ah non. Superman, il avait la sympathie de s'appeler Clark Kent. Là, imagine, c'est comme si Superman, il se promenait dans Metropolis, dans son costume de Superman, avec une paire de lunettes, et qui disent « Mais non, je ne suis pas Superman, je suis Gopperman !» Et c'est... Superman, je suis Superman. Ouais, je suis Superman. Non, mais c'est... narrativement, c'est dommage, parce que la fin du jeu est très très belle, je le dis dans la vidéo, mais... Ouais, bon, hein, c'est le moins fini, c'est le plus oubliable des jeux Yakuza depuis Dead Souls. Il est censé faire le pont avec le 8, du coup, c'est ça ? Il est censé faire le pont avec le 8, il vient faire des expérimentations sur le gameplay beat'em up, sauf que le gameplay beat'em up, il n'existe plus dans la saga. Oui, même le 8, ce sera toujours un RPG au tour par tour. Le 8, c'est toujours un RPG au tour par tour, alors on nous a teasé une plus grande importance de Kiryu, mais... Non mais les gars, il a 56 ans maintenant Kiryu dans la saga, faut le laisser tranquille. Ça commence à bien faire là. Non mais c'était pas une mauvaise expérience non plus, hein. Je noircis le trait parce que ça me fait rigoler. Mais c'était pas... Instantanément, pour chaque truc que réussit Gaiden, il y a un Yakuza de la saga principale qui l'a fait 10 000 fois mieux. Au soit Like a Dragon ou Yakuza 0. Donc bon, bilan en demi-teinte, je suis content qu'il soit dans le Game Pass. Sinon j'y aurais pas joué et je le conseille pas plus que ça. D'accord, ou en tout cas peut-être à petit prix, si jamais... Peut-être à petit prix dans l'éventualité où vous seriez vraiment un fan hardcore de Yakuza qui se pose la question de qu'est-ce que faisait Kiryu pendant le laps d'un temps d'un jeu qui le concernait pas. Enfin, c'est... Comment dire, il est particulier, hein. C'est un parti pris narratif un petit peu étonnant. Mais enfin bref, je vous laisserai regarder la vidéo sur Singe Pourpre. Silver, à quoi as-tu joué ? J'ai tenté de rejouer à FF14 et du coup j'ai décidé d'abandonner le jeu parce que j'y arrive vraiment pas. Les MMORPG, c'est pas du tout fait pour moi. C'est qu'est-ce qui s'est impossible. passé ? Il s'est passé quoi ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Il s'est juste passé que j'ai vraiment essayé de m'amuser sur le jeu, mais
Bah, j'y arrive pas. L'amusement ne vient jamais, en fait, j'ai l'impression. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé en particulier? Bah, rien Tu de t'es spécial, fait c'est juste agresser que... par des joueurs Non, même pas. Les gens étaient super cool avec moi. D'ailleurs, j'avais joué avec des gens du Discord Red Calamar, notamment avec Hogue qui m'avait accompagné durant un donjon. Mais vraiment, j'ai préféré arrêter parce que j'ai vraiment pas passé un... Je sais pas, j'arrivais pas à passer un bon moment. Voilà. Et qu'est-ce qui plaît pas? Ou en tout cas, qu'est-ce qui t'ennuie? Disons plutôt comme ça, qu'est-ce qui t'ennuie dans le jeu? Qu'est-ce qui m'ennuie? Bah, les mêmes choses que je répète souvent, quoi. C'est-à-dire, je trouve que l'interface d'un MMORPG est trop chargée. J'aime pas la caméra. Qui est un truc un peu nul, bien sûr, mais... Non, c'est des critiques tout à fait Bah valides. non, c'est tout à fait compréhensible. Hein. Et en fait, même si l'histoire est très cool, bah, j'arrive pas à suffisamment m'investir là-dedans. Je comprends. Bien qu'elle soit vraiment cool, bien que l'histoire vraiment soit cool, vraiment j'aimais bien au début, mais vraiment sur un si long laps de temps, j'y arrive pas. Ça m'a vite fait décrocher, et même en essayant de faire des quêtes de classe pour essayer de up un petit peu mon perso, j'avais toujours du mal en fait à switcher en fait à bien m'organiser sur les pouvoirs que pouvait avoir mon personnage. Disons que j'avais du mal à... les touches, c'est pas toujours évident, les touches, le placement, après, etc. On peut me jeter la pierre en soi parce que je vois la manette, tu vois. Non, ça va, disons que le jeu est pensé pour ça, mais le truc c'est que appréhender un MMO c'est difficile, et je conçois parfaitement, et c'est parfaitement compréhensible, qu'on puisse vivre le début de Final Fantasy XIV comme une brique dans la gueule. Oui. Oui, c'est ce que c'est frontalement. Hein. C'est ce que c'est frontalement. N'oubliez pas que c'est non seulement un MMO, petit 1, mais un MMO de 2011. Oui. Oui. Hein. Un MMO de 2011 qu'on a de surcroît charcuté à de nombreuses reprises pour que ce soit plus digérable. Oui. C'est ça, donc faut pas oublier ça non plus. Y a des jeux qui sont sortis en 2011 qu'on considère comme étant rétro aujourd'hui. Hein. C'était l'ère de la PS3. FF14 est sorti sur PS3. FF14 est donc sorti la même année que Skyrim. Non, je me rappelle que j'avais lancé la MMO justement du même FF14 à l'époque, que j'avais très vite abandonné parce que moi je croyais que c'était la version démo pour un jeu en solo. Puis en fait c'était un MMO que j'ai essayé un petit peu sur la version DC déjà à l'époque, je m'en souviens, mais c'est des souvenirs très lointains. J'ai pas pu s'accrocher que ça, donc je suis passé à autre chose. Tout simplement. Et ben là, je refais la même chose. C'est vraiment très compliqué pour moi. T'es arrivé au quel niveau? Je suis arrivé niveau 30. Bah écoute, c'est pas juste une petite découverte quand même, arriver au niveau 30. Disons que je pense que ton avis sur le jeu, t'as eu bien le temps, tu vois, de voir tout ce qui te dérangeait dedans et tout ce qui collait pas, quoi. Donc pour le coup, t'inquiète pas, hein, c'est... 35 heures de jeu, j'ai eu le temps de me faire un avis, on va dire. Ah bah, tu sais, 35 heures de jeu, c'est pas mal, il y a beaucoup de jeux qui se finissent beaucoup plus vite. Les FF14 ne se font un avis que s'ils ont joué au moins jusqu'à Shadowbringer. T'as pas découvert le vrai jeu. Non, il faut 2000 heures, je sais, écoute, arrête pas. C'est ça, tu n'as pas atteint le 3e chiffre dans ton nombre d'heures de jeu. Comment peux-tu oser parler? Excusez-moi. Je pensais avoir un minimum de légitimité en me disant au moins j'ai essayé jusqu'à 35 heures, tu vois. Bon, écoute, t'as fait ce que t'as pu, hein, c'est normal, si c'est pas pour toi, c'est pas pour toi, c'est pas grave. Mais je maintiens quand même qu'en réalité le jeu est cool. Ok. C'est juste qu'il était peut-être pas fait pour moi. Il est pas pour toi. T'as fait autre chose? J'ai aussi joué à autre chose. J'ai enfin pu jouer à Super Mario Bros Wonder. Moi je l'ai fait entièrement en coop. Je l'ai fait à 100% avec ma petite sœur durant mes vacances. C'était un jeu génial, j'adore les niveaux musicaux, je veux plus de Mario comme ça, j'en veux encore et encore. Et il n'y a pas tant que ça de niveaux musicaux, je crois qu'ils se comptent sur les doigts d'une main, et c'est même pas tellement du niveau de Legends. Bien sûr, mais même si il n'y en a pas énormément, j'ai quand même beaucoup apprécié pour le peu que ça proposait. D'accord. Ne serait-ce que ça. Voilà globalement ce que j'ai à dire sur Super Mario Bros. Ah, si aussi j'ai refait un petit peu le jeu, mais avec les badges difficiles. C'est-à-dire par exemple ton personnage qui est sans cesse en train de courir. D'accord. Voilà, je trouvais ça un petit peu rigolo. Il y a des badges difficiles que je trouve un peu anecdotiques, et je t'avoue, je comprends pas c'est quoi l'intérêt de jouer comme ça, genre le badge invisible, c'est tu vois pas Mario. Oui, non mais justement, ce badge, j'avoue j'ai pas bien compris. Notamment quand tu fais le tout dernier niveau du jeu, où en fait, le niveau c'est tous les badges. Je sais pas si tu l'as fait celui-là. Oui.
Non, mais c'est une horreur, hein, je suis d'accord. C'est une horreur. Mais du coup, c'est bien quand tu joues à deux. Ouais. Parce que en fait, du coup, t'as quelqu'un qui a une petite couronne, et du coup, lui, il peut vraiment voir où il est, tu vois. Ah. Du coup, c'est un petit peu la carotte. C'est jouer à deux, au moins comme ça, vous pourrez savoir où rebondir à peu près, tu vois. Du coup, ce qui fait que l'invisibilité a son sens si tu joues à deux, on va dire. Ouais, alors faut le dire vite. C'est plutôt pour surmonter l'invisibilité de je tease un truc qui est présent que dans le mode de joueur. Enfin. Avoir une couronne quand il y a deux joueurs, ça permet au moins que un des joueurs ne saute pas tout le temps sur l'autre. Après, du coup, tu peux pas sauter sur les autres. Oui, mais qu'il atterrit là où, voilà, qu'il essaie d'atterrir sur un vrai espace de jeu et qu'il se trompe pas. C'est ce que dit Tagère, c'est juste du cheese, quoi. Oui, voilà. C'est pas prévu pour faire ça, mais après bon, c'est rigolo de voir que tu peux cheeser de cette manière pour te faciliter la vie. Et de base, je trouve que c'est pas une idée, c'est pas la meilleure des idées que Mario Wonder propose, hein. Oui. Ce badge invisible notamment. Notamment aussi le tout dernier badge qu'il propose. Le dernier badge est rigolo, mais sans plus, quoi. Je dirais que celui que j'ai le plus utilisé, c'est le parachapeau. Oui. Oh, moi, c'était pouvoir de sauter sur des murs 2 fois, tu vois. Ah oui, ouais, lui aussi, il est sympa. Ça dépend de certains niveaux, mais j'ai aussi utilisé. Mais le plus souvent, c'était le parachapeau. En tout cas, de mon expérience. Et j'ai aussi joué à WarioWare Get It Together. Du coup, pas le movie, celui qui est sorti très récemment. Get It Together, c'est compliqué. Il est bien, mais il est un peu compliqué, j'ai trouvé. Est-ce que tu as joué à quelle occasion? Parce que j'étais aussi en vacances et parce que fallait bien trouver un autre jeu pour s'occuper après Super Mario Bros. Wonder qu'on avait fini en 4 jours avec ma sœur. Voilà, simplement. L'occasion, c'était tiens, on va essayer Get It Together. Et du coup, chaque personnage dans Get It Together a un pouvoir spécifique. Par exemple, là tout hasard, le personnage de Mona a le pouvoir d'avoir un scooter et d'avoir un boomerang que tu peux directement déplacer si tu appuies sur la touche A et qui disparaît une fois que tu as réappuyé sur la touche A et que tu peux rediriger le personnage de Mona. C'est un truc tout bête ou encore 18 volts qui peut se téléporter. Et en fait, on va dire que sur les mini-jeux très rapides que te propose WarioWare, parce qu'en fait c'est ça, WarioWare c'est une succession de mini-jeux très très rapides qu'il faut très vite exécuter pour pouvoir gagner. On va dire que comme chaque personnage a un gameplay différent, t'as jamais la même manière d'appréhender le mini-jeu que tu vas avoir en face de toi. C'est sympa, ça permet de varier un peu le gameplay. Ça permet de varier le gameplay, mais en fait il y a une roulette où c'est toujours en train de changer ton personnage, et du coup des fois tu peux avoir 2 fois le même mini-jeu, déjà, ce qui est un peu bizarre. Et en fait, du coup, ça devient extrêmement dur. Vraiment, ça te prend un peu la tête, et du coup, tu dois gérer le fait que, ce personnage-là doit faire ça, 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 et le fait que tu as 5 secondes pour faire le mini-jeu. Et sur les phases de boss, tu vois que certains persos ont mal été pensés, en fait, pour ces phases de boss en particulier, tu vois. Elles ont été pensées pour un personnage particulier, ce qui est un peu dommage. C'est en général, de toute façon, c'est vraiment la fausse bonne idée de Wario d'une manière générale, parce qu'il y a une tier list. Très clairement, il y a des personnages qui brisent le jeu. Je l'ai très vite compris, parce que par exemple, le personnage que j'utilisais le plus, c'était 8 volts. Oui. Et Wario. Voilà. Et un garçon ninja, j'ai oublié son nom. Je me souviens plus son nom, je me souviens plus du nom je n'ai pas en tête tout le lore de l'univers de WarioWare. Enfin voilà. Voilà les jeux auxquels j'ai joué. Et tu passes le flambeau à qui? Je passe le flambeau à Elena. Elena, qu'as-tu fait cette semaine? Écoutez, cette semaine, c'était pas très rempli de mon côté, parce que c'était une semaine catastrophique en termes de boulot, donc j'ai pas eu beaucoup de temps pour jouer, mais j'ai continué néanmoins mes aventures dans Spirit Tea. Donc si vous vous rappelez, on en a parlé la semaine dernière, c'est un jeu que je me suis rendu compte, une fois après avoir lancé en fait le jeu, que c'était un Stardew Valley-like, qui m'a attiré, on va dire, dans ses grippes par le fait qu'il faut gérer des bains publics pour les esprits dedans. Ça avait l'air amusant. J'ai continué l'aventure, je suis à peu près à 4h30 du jeu, et je peux vous dire que dans ma 10e session, parce que du coup j'ai fait seulement 2 sessions, je me suis endormie. Ah, à ce point-là? Alors, du coup, pour le contexte, déjà, les Stardew Valley-like, c'est pas du tout mon truc. Donc, je trouve pas ça très amusant parce que pour moi... un passif avec les jeux de ferme. Non, mais je trouve que c'est très répétitif et ça devient vite ennuyant.
que du coup c'est rempli de choses qui ne sont pas forcément très captivantes sur une longue durée, même sur une durée très courte du coup dans mon cas, parce que voilà, j'arrive pas à dépasser les 5 heures dans les Stardew Valley-like, à part le Graveyard Keeper que j'ai fait plus de 20 heures dessus et que je me suis bien amusée. Après, certains te diront que c'est le genre de jeu, il faut faire une activité à côté, genre regarder une série, écouter un podcast, oui, bref, podcast, abonnez-vous. Oui, ça c'est clair, mais quand même, dans ce type de jeu, tu as une sorte d'histoire qui se suit et un mystère. Donc t'es censé garder au minimum quand même d'attention pour pouvoir résoudre les mystères qui se cachent dans le village où tu atterris et de comprendre les problèmes de tous les résidents et avancer. Et du coup, grâce à ça, tu débloques de nouvelles zones, etc., etc. Donc t'es censé être appliqué dedans. Ce qui fait que si tu t'ennuies et que tu pars, je sais pas moi, 2 semaines, tu as du mal potentiellement de se rappeler de ce qui se passe après. Et c'est pas au niveau de par exemple de faire une pause dans Baldur's Gate 3 comme Victor a fait par exemple cet été en faisant presque combien d'heures tu as fait de Starfield je peux te dire ça tout de suite. Attends. Entre le début et la fin de Baldur's Gate, c'était quand même beaucoup, donc t'as eu le temps d'oublier un peu. Parce que étant donné qu'on n'est pas réunis aujourd'hui d'ailleurs, je peux te dire ça parce que j'ai mon Steam sous les yeux, j'ai joué près de 100 heures quand même à Starfield quoi. Oui, donc t'as fait 100 heures de pause avant de finir Baldur's Gate 3, moi, j'ai même pas fait de pause dans Spirit Tea, mais j'ai pas joué pendant 4 jours. J'arrive, je me rappelle, j'ai déjà du mal de me rappeler de ce qui s'est passé, j'ai du mal à me rappeler des touches du jeu, tout simplement, et je m'endors au milieu parce que, excusez-moi, j'étais un peu fatiguée. Le jeu, il était lent comme pas possible, la musique toute détente, donc il y a des gens, ils adorent ça, hein. Moi, voilà, c'est compliqué. Et pourtant, j'ai quand même envie de donner encore une chance à ce jeu. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même peut-être quelque chose. Là, en tout cas, sur cette deuxième session de, 2 heures, je trouve que le jeu, il se ralentit. Autant, au début, il y a pas mal d'informations qui arrivent. Donc, tu dois faire tous ces trucs, gestion des bains publics, découvrir les esprits, etc. Il y a beaucoup de découvertes. Là, sur la deuxième partie, la deuxième session, donc 2 heures de plus, il y a rien de nouveau qui se passe, juste éventuellement des petits ajouts de détails, et du coup, pour moi, c'est pas assez. Voilà. Dommage, mais on verra bien. Je vais passer à un autre jeu, je pense, pour la semaine prochaine, mais je laisserai encore une petite chance à ce jeu-là pour voir si par chance, j'arrive quand même à accrocher. Voilà. Et pour moi, c'est tout, et Mage, dis-moi, je vois que toi aussi, t'as lancé ce jeu. Écoute, Elena, j'ai lancé beaucoup de jeux. Oui. Déjà, je vais faire mon point FF14, parce que forcément, je continue de jouer à FF14, mais c'est très passif pour le moment, étant donné que je fais mes roulettes, on va dire, religieusement, parce qu'il faut que je pexe, quand même. Mais à côté, écoute, j'ai lancé Spirit Tea, parce que tu me l'avais conseillé, j'y ai joué. Effectivement, c'est un jeu assez... Enfin, faut pas être pressé, tu vois. Hein, mais pour le moment où j'en suis, c'est assez rigolo. Vraiment, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi un peu, pas trollesque, tu vois, mais l'enchaînement, avoir un... Comment on appelle ça déjà ? Des bains publics ? Un esprit ? Non, mais un bain public un onsen. Merci. Oh, j'ai perdu onsen. Le onsen, merci. Ouais. Oui. Le combo onsen yokai est très 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 rigolo et... Oui, c'est ce qui m'a attiré. C'est ce qui m'a attiré dans le jeu. Il fit très bien et en vrai, c'est une petite expérience, je sais pas combien de temps ça peut prendre. Ça peut prendre beaucoup de temps en vrai. Ouais, les jeux, ils peuvent prendre beaucoup de temps. Tu peux compter au moins une bonne 50aine d'heures en fait. Parce que il faut que tu découvres tous les secrets. Il faut que parce que t'as vu, il faut upgrade tous les bains publics parce qu'ils sont délabrés. Il faut tout réparer, tout découvrir. Et j'ai vu, t'as une bonne 20aine, 30aine d'esprits à trouver. Oui, non, mais c'est ça. Si tu veux vraiment aller au bout et tout faire, je pense que ça peut vraiment te prendre énormément de temps. Mais c'est un petit jeu de chill, tu vois. Tu te poses dessus. Pour le coup, si je devais avoir un Steam Deck, je pense que j'y jouerais au Steam Deck. Peut-être. Après, à voir si les fonctionnalités des mini-jeux correspondraient. Mais, si vous voulez jouer sur Steam Deck à ce genre de jeu, il faut l'acheter sur Steam. Je pense qu'il doit être disponible sur Switch, sûrement. Il est disponible sur Steam aussi, donc après c'est sûr, il faut le prendre. Quoi. Après, tu vois, ce qui m'a posé problème aussi dans ce jeu, c'est le temps d'attente.
Des fois, parce que du coup, c'est la gestion journalière et t'as le temps qui s'écoule. Et bah, des fois, pour faire certaines actions, il faut attendre. Et Ouais, mais personnellement, ça fait bon, partie du charme du jeu, tu vois. à part aller dormir et du coup passer 2-3 heures d'un coup, bon, je crois que c'est à ce moment-là que je me suis endormie. Où il fallait t'es attendre endormi en 2-3 même heures temps dans que le ton jeu. personnage, tu sais. Sauf Oui. que ton personnage s'est réveillé, mais pas toi. C'est ça. Non, mais en vrai, c'est un petit bonbon, tu vois. Je l'apprécie, je vais continuer de jouer, je sais pas si je le terminerai à 100%. T'as fait combien d'heures là actuellement? C'est juste, j'essaie de comparer pour je sais voir. pas. Même pas 4 heures, je crois. Hein, c'est. Je Ça l'ai doit mis être vraiment à mis peu de près côté, au tu vois, même, c'est pour me dire que j'ai joué à autre chose cette semaine que FF14. Ok. C'était un peu ma caution. Hein. J'ai aussi joué un peu à Merge and Blade, dont tu avais parlé aussi. Oui. Mais Oui, justement, parce que c'est je cherchais des sympathique. Hein. cautions. Je ne joue pas qu'à FF14, regardez. Oui. Donc ça Mais- se compte en quelques heures, mais ouais, ça. C'est des petits jeux qui. C'est des découvertes sympathiques qui permettent de changer un peu l'angle de vue, on va dire. Oui, mais comme tu l'as dit, ils seraient pas sur le Game Pass, tu vois. Je sais pas si je les aurais ne serait-ce que tentés. Tu vois. Mais finalement, vu qu'ils y sont, c'est un petit plaisir et je m'y retrouve. Donc, Je t'avoue que même sur le Game Pass, Ouais, il y a pareil. d'autres trucs qui m'intéressent plus que ça, tu vois. D'accord, mais après, chacun. Bah, après- chacun... Oui, non, mais j'aime je- bien parce que. Non, mais Tu sais, je vais au cinéma, je comprends. regarde un film et tu me fais, moi, si j'étais allé au cinéma, j'aurais pas pris ça, tu vois. Non, mais je comprends tout à fait l'approche. Après, c'est juste là, dans le cas de Spiriti, c'est un jeu tout neuf. Il a même pas, il a à peine une semaine. Et Et ça, il va sortir, tu vois, j'essaie de jouer aux sorties. il avait Wilder, une j'y avais déjà description joué. attractive. Gaiden, étagère, m'en a fait une description horrible, donc j'y touche pas. Mais non, mais en vrai, Euh, en vrai, Gaiden n'est pas un mauvais jeu. C'est juste que bah c'est le Yakuza que tu recommandes le moins, quoi, parce que les autres sont Ouais, mieux. voilà. Mais il est court Euh, surtout, je crois. Quoi? Il est court, non, Faire- Gaiden? Alors déjà, je viens de perdre 4000 points de vie à cause de Victor, et ensuite, oui, je l'ai fini en 11 heures. Ouais, tu vois, donc ça va. Court 11 heures, il faut les sortir les 11 heures quand même. Hein. Mais, 11 heures, c'est quoi? 3 prétoriums? bah, c'est ça le problème, c'est qu'il faut bien les faire tous les jours, les prétoriums. Non, mais sinon, il y a quoi sur le Game Pass? Il y a Persona 5 Tactica qui est sorti. Je t'avoue que bon, Persona 5, il faudra déjà que je le termine de base avant de passer à un. Ah, moi, une autre version de perso, Persona je 5. boycotte. Hein. Je t'avoue que je boycotte. Je boycotte. Non, non, quoi. non, c'est bon. J'ai fait Non, Persona mais- 5, j'ai fait Persona 5 Strikers. Lâchez-moi la grappe avec Persona 5, sortez-moi d'autres Persona si vous voulez, mais laissez les voleurs fantômes tranquilles. Ils vont finir en prison, c'est tout. Hein. Au bout d'un moment. Mais voilà, ouais, je tâte un peu les sorties en jouant à FF14 et je me prépare parce que là, on va arriver à l'arc fin novembre où je vais enchaîner plein de jeux, je le sens, parce que j'ai bien envie de jouer à Last Train Home, qui a l'air pas mal. Un petit Wayne. RTS historique, entre guillemets. Hein, Twain, c'est Ouais. un pote à Sin, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Et où, tu sais, tu dois guider des soldats dans un train blindé, ils doivent s'arrêter de temps en temps, il y a des phases de RTS, tu dois récupérer des ressources, augmenter ton train, etc. J'aurais bien joué à Robocop aussi, Rock City, qui est déjà sorti. Hein. Oui. Oui, c'est pas du Je tout vous un fais jeu de ma- novembre. je vous- Non, mais je vous fais ma liste de Noël. Hein. Avatar Frontier of Pandora, je vais y jouer quand même. Il sortira le 7 décembre. Ah ouais, t'es vraiment t'es vraiment parti là. Vraiment, t'as fait ta liste. Ah oui. J'ai ma liste, j'ai The Invincible, qui est sorti le 6 novembre, donc il y a un petit moment qui a l'air quand même pas mal, qui reçoit des bons avis, il faudrait que j'y joue aussi. Et voilà, pour terminer ma liste, je crois que je jouerai à The Walking Dead Destinies. Juste pour me faire du Ok. mal. Ah oui. Juste pour me faire du mal. Et Alors, il y a pour peut-être en faire quelque une chose à vidéo sur creuser ça. avec ce jeu. Hein. Oui, bah, je joue à un jeu nul, voilà, vous n'avez pas besoin d'y jouer. Ok, mais non, mais c'est important, hein, c'est pour faire du comparo, se rendre compte que finalement les jeux exceptionnels sont exceptionnels pour une raison, tu vois. Mais Bah, tu ça me vois, fait mal parce que jouer. jusqu'à ici, j'étais sur une win streak, tu vois. Oui, Une win streak qui dure Jouer depuis à- longtemps. Et là, volontairement, je vais aller me mettre le nez dans le caca. Non, mais on pourrait garder tous une win streak aujourd'hui. C'est pas difficile, surtout sur une année comme 2023, de jouer qu'à des jeux même sortis cette année qui sont au-dessus d'admettons 17 de métacritique. Mais doit-on faire ça? Doit-on Bah, vraiment il faire faut- ça? Il faut quand même que j'ai un petit truc qui me gâche cette année, tu vois. Un tout Un petit- outsider. Mais non, c'est Mais pas non, gâché. c'est surtout pour souligner à quel point les autres sont bons. C'est surtout ça que ça sert. Pour te rendre compte à quel point c'est exceptionnel. C'est pour ça que c'est cool, tu vois, de faire autre chose. Voilà, donc ouais, Et lâcher prise sur tes attentes avec des jeux aussi, c'est pas mal, quoi. voilà, j'ai aucune attente pour le coup. Hein. C'est que du plaisir. Bah, tu J'attends- vois, j'attends rien, je prends. jouer à Spiriti, par exemple, ça m'a permis de me rappeler à quel point j'ai kiffé Graveyard Keeper, en fait. Et aussi, ça m'a permis de me poser les questions, est-ce qu'il y a d'autres jeux
de type Stardew Valley, de même gabarit que Graveyard Keeper, et si je pouvais enfin arrêter de dire que j'aime pas les Stardew Valley Lake. Bah t'as Harvesté là par Square Enix si tu veux, qui est en 3D lui. Tu veux que j'essaye de le démolir aussi? Si tu veux, hein. Moi j'ai fait la démo de 3 heures, j'ai bien aimé. Mais j'ai le jeu d'ailleurs, il faudrait que je continue, mais il est sympa. Après c'est Square Enix. Donc je sais, les gens, il y a beaucoup de gens qui adorent ce genre de jeu, donc bon, c'est très personnel finalement. Bah, encore une fois, comme je t'ai dit, Elena, c'est beaucoup de jeux que tu fais des trucs à côté, quoi. Tu regardes des vidéos YouTube, tu fais des podcasts. Moi, quand je joue. J'aime bien jouer. Oui, je comprends. Après, je t'avoue que moi, petit à petit, sur des jeux qui réclament un petit peu de farm ou des trucs comme ça, j'essaie de faire des choses à côté. Genre FF14, ça m'arrive quand j'ai des trucs un peu redondants à faire, des quêtes nulles, que je lis en 4ème vitesse, bah j'aime bien avoir une vidéo qui tourne à côté, tu vois. Bon, bah, disons que quand je regarde des trucs vidéo à la télé ou quoi que ce soit, je préfère faire des choses manuelles. Oui, je comprends. Mais là, en fait, c'est des activités différentes et je trouve au contraire qu'elles sont là, bien. Tu vois, en l'occurrence, le côté farming peut se rapprocher d'une activité manuelle, entre guillemets. Moi, je te dis ça, mais j'ai déjà aussi un petit peu du mal, mais je me remémore entraîner mes Pokémon, tu vois, assis dans mon café, alors que j'avais dans mon canapé, alors que j'avais juste que à entraîner, tu vois, je faisais juste 2 heures de farm. Et c'était agréable de me dire, je dois faire 2 heures de farm. Bon, on va regarder Charmed en même temps, parce qu'il y avait Charmed qui passait à la télé. La trilogie du samedi. Exactement. Allez. Voilà. Non, mais c'est un peu comme ça, en tout cas, que je le vois pour ce genre de jeu-là, parce que je t'avoue que je vois pas comment est-ce que tu peux tenir sereinement sans avoir une activité stimulante à côté, parce que je trouve pas ça, effectivement, aussi, et je me trompe peut-être, et peut-être qu'il y a des gens qui vont mal le prendre, et je trouve pas ça hyper stimulant non plus. Alors... Mais je comprends l'intérêt. Non, mais je vais me placer. Attends, j'ouvre mon Steam pour voir combien de temps j'ai passé sur Stardew Valley. Parce que moi, pour le coup, vraiment, Stardew Valley, j'y ai un peu joué et je faisais que ça. Moi, il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait pas de machin. J'étais juste le fermier, là, j'étais tranquille, j'étais bien. Ouais, mais après, parce que tu trouvais un plaisir dans ton farm. Bah, il y a quelque chose de très. Comment dire? Comment on pourrait faire? Il y a des actions, des actions répétitives, on va dire, qui peuvent être très plaisantes, mais je trouve que ça dépend des personnes et c'est le type de jeu répétitif qui peut correspondre ou pas. Genre par exemple les jeux de gestion, grosso modo, on peut dire qu'il y a des choses très répétitives, qu'il faut répéter les actions à chaque fois. Là, pour moi, c'est mieux. Ouais, faut être réceptif. Là, après Stardew Valley, c'est l'automatisation aussi qui est intéressante. Ouais, mais bon. Très vite, très vite, le jeu n'est plus. Ce qui était du labeur. Il faut y arriver à ce très vite. Oui, non, mais ce qui était du labeur peut se changer en. Comment ça s'appelle? Peut se changer en quelque chose de complètement différent. En fonction de la manière dont tu joues au jeu. C'est ça aussi qui est intéressant avec Stardew Valley. Je suis d'accord, c'est aussi ça. À voir. Après, on n'est plus. Tu vois, peut-être qu'aujourd'hui, t'aurais du mal à faire ce que t'as fait sur Stardew Valley, étagère, tu vois. Oh bah globalement j'ai moins de temps libre qu'au moment où j'ai joué à Stardew Valley. J'ai passé une petite 60aine d'heures dessus, donc pas beaucoup à l'échelle des gens. Mais Stardew Valley est un exemple que je trouve vachement intéressant parce qu'il est toujours mis à jour. Ouais. C'est n'importe quoi. Le mec de Stardew Valley, il est inarrêtable. Est-ce que vous voulez que j'embraye ? Oui, il faudrait peut-être que tu nous parles parce que ça va faire 2 semaines de contenu, donc vas-y. Oui, mais je vais aller très vite, moi. J'ai continué sur ces 2 dernières semaines un peu de FF14. J'ai fini du coup l'extension gratuite post-Urim Reborn, Frog the Maelstrom avec Léviathan. Bravo. Mais je vous avoue que j'ai pas beaucoup plus joué que ça non plus sur cette semaine parce que j'ai fait... Il a pas du tout joué même. En tant que maître de guilde... Je vois la dernière fois que c'est connecté, c'était il y a 8 jours. Bah oui, c'était la semaine dernière, pour la bonne et simple raison que j'ai du travail, monsieur, et que je peux pas... Excuse-moi, c'est pas... Ce genre de phrase qui insinue que l'autre ne travaille pas, c'est terrible, tu vois. J'ai pas dit que tu travailles pas, j'ai dit que toi-même tu m'as dit j'avais besoin de trouver des jeux qui font genre que j'ai pas fait que FF14. Bah écoute... Moi, j'ai fait une pause FF14, je me suis dit, il faut pas que je fasse que ça non plus, il faut que je réorganise mon temps de jeu dessus pour que ce soit un peu plus rationnel aussi. Parce que j'ai d'autres jeux qui attendent et qui ont besoin qu'ils soient sur des tests singe pour. Et il y a un embouteillage là qui se forme. Il y a un embouteillage qui est assez vénère de mon côté en tout cas. J'ai toujours WarioWare à Get It Together à en faire le test.
notamment, bah, on en a fait un petit peu en multijoueur, donc ça c'est très bien. Il ne me reste plus qu'à faire le solo. Je vais pas vous en dire ce que j'en pense pour le moment, parce que c'est juste une expérience multi, et c'était très rigolo, c'était très c'était con. rigolo. Mais ça a fait quoi, 1 heure, et après on est tous rentrés chez soi, on était contents, mais on n'aurait pas passé plus de temps que ça. Je sais pas si on pourrait le ressortir. Bon, peut-être qu'on pourrait le ressortir. Bon, je le trouve un peu limité en termes de contenu. Je multi, pense que c'est un jeu qui est destiné à être joué comme ça en soirée, maximum pendant 1 heure d'affilée, et après t'es content. Tu le relances 4 mois plus tard, et puis t'es heureux. Qu'il y avait jusque-là. Voilà, donc FF14, j'avance comme je peux, mais il y a un petit ralentissement. À côté de ça, projet vidéo pour Iconoclast qui devrait arriver du coup lundi sur des jeux pas ouf qui pourtant se sont retrouvés un petit peu partout. Alors pourquoi est-ce que j'ai lancé ce projet-là? Parce que j'avais fait Sports Island sur Nintendo DS et sur Wii aussi, donc j'ai fait les deux. C'était rapide, hein, rassurez-vous. C'était pour le format sur je choisis un jeu au hasard sur toute la bibliothèque Nintendo DS, et bah c'est quoi, c'est un rip-off de Wii Sports, mais sur Nintendo DS, c'est pas incroyable, mais bon bah c'est bien fini, il y a pas de bugs spéciaux, c'est pas ultra moche, c'est de la 3D tremblotante façon PS1 parce que c'est sur DS. Non, ça va, c'était ok, allez voir la vidéo, je vais pas m'étendre plus sur Sports Island que ça. Mais du coup, j'ai sélectionné d'autres jeux que les métascores sont pas dingos, mais qui ont été achetés en masse. Notamment, j'ai fait 50 Cent Bulletproof sur PS2. Ça, c'est un vrai jeu des bacs à occasion. Ouais, qui... Bon, c'est pas dingue, hein. C'est pas dingue. C'est l'esthétique gangsta. Ce qui est dingue, entre guillemets, c'est le soin qui a été apporté sur les cutscenes du jeu, qui, vraiment, pour le coup, des fois, elles sont assez dingos, et j'ai du mal à me souvenir de jeux sur PS2 qui mettaient autant de soins sur des cinématiques autant cinématographiques, en fait, parce qu'il y a vraiment une envie de faire comme un film de gangsta rap, enfin de gangsta tout court, de gangster, parce que c'est complètement dans l'univers de 50 Cent, hein. C'est sa couleur musicale, c'est son univers de gangster, avec des armes à feu partout, de la drogue, tout ça. Enfin bon, vous voyez un petit peu les bails avec 50 Cent, et avec son du vrai coup, c'était film. intéressant. Et avec son vrai film, qui est une version imagée de sa vie. Hein, c'est marqué, hein, c'est inspiré de sa vie, mais c'est pas sa vie quand même, parce que... Il faut pas déconner. Hein. Je ne pense pas que 50 Cent ait pris 9 balles dans le dos et ait survécu à ça. Parce que 50 Cent, dans le jeu, il le fait. Bref, j'ai fait ça. Écoutez, c'était intéressant. Allez voir la vidéo quand elle sortira. J'ai du coup aussi fait Shadow the Hedgehog. Donc, j'ai pas tout fait Shadow the Hedgehog. Hein, j'ai fait une histoire. Attends, avant qu'on passe à la chose, actually, il a vraiment pris 9 balles. Ah bon? Oui. Non, ça te fait rire, en fait, ça. J'ai pas osé te couper parce que je suis allé vérifier. Je me suis dit, il y a tous les fans de 50 Cent, peut-être sont pas nombreux non plus. C'est pas forcément qu'ils sont pas nombreux, mais c'est qu'ils ont un certain âge maintenant. Oui, voilà. Non, mais actually, il a vraiment pris 9 balles, visiblement. Ok, il a pas menti dans son jeu. Ok. Bah, parce qu'il y a une scène dans laquelle, en fait, il tue plein de gens. Dans des gunfights, notamment des ninjas, et alors cette partie, je suis moins sûr. Et à un moment, alors il pense avoir sauvé quelqu'un, bah il y a un mec qui sort dans l'ombre et il lui tire 9 balles dans le dos. Mais après 3 semaines de rétablissement, ça va mieux. Ok. Bon, la partie sur Ninja, moyen, mais les 9 balles, oui, ça c'est sûr. Non, et moi, dans le dos, vraiment, je rêve du moment où, comme d'image, va y avoir des fans de 50 Cent qui vont monter au créneau, qui vont dire comment ça. Comment tu peux savoir, comment tu peux avancer ça pour les ninjas, comment tu peux dire que c'est faux? Tu imagines les gens ils s'énervent pour ça au lieu de s'énerver pour les 9 balles, tu sais. Attends, les ninjas, mec. Les ninjas, mon pote. Allô. Du coup, j'ai fait du Shadow of the Hedge, Shadow the Hedgehog, Hedgehog. Shadow le Hedgehog. Pareil, hein, jeu considéré comme étant claqué, qui est pas dingue, mais qui est pas si claqué que ça non plus, je trouve. C'est un... Bon, ok, si je dis ça, Étagère va me détester, mais bon, c'est un Sonic en plus lent. Est-ce que c'est un mal? Bah, allez, disons que Shadow of the Hedgehog, il s'inscrit complètement dans la déchéance de Sonic. C'est pas Sonic 2006 non plus, oui. Mais c'est Shadow of the Hedgehog, quoi. Je dirais que il tient la dragée haute au Sonic sur Wii. Oui.
Et oui, non, mais oui, complètement. Après, ouais, il se tape quand même de sales notes métacritiques, mais je trouve qu'elles sont un peu abusées. J'aurais été un peu plus gentil avec lui parce qu'il essaye des choses. Je pense que les gens ont surtout été déçus par rapport aux précédents épisodes de Sonic. Mais quand en soi, c'est pas plus mal d'essayer de ralentir le rythme, ça rend les trucs un peu moins imprécis. Ça reste imprécis, mais ça l'est un tout petit peu moins. Et puis ça essaye de rajouter des armes, alors ça marche pas très bien, les armes à feu. Non, ils avaient une crise ils ont rencontré une crise du gameplay sur cette génération-là, en fait. Ce qui est Sonic Adventure 1 et 2, ils sont, moi je les aime beaucoup, mais ils sont criblés de défauts. Il faut voir ce qu'il faut voir. Sonic Heroes, par contre, je le déteste de toute mon âme. Ouais. Il y aura des gens pour être choqués par ce que je vais dire. Sonic Heroes, vraiment, il est pas précis. Mais Shadow, il vient après Sonic Heroes et tu sens qu'il y a des trucs de Sonic Heroes derrière. Oui, mais bien sûr, voilà, comme l'idée de finir le jeu plusieurs fois pour avoir la vraie fin. C'est pas une bouse infâme non plus, et je comprends qu'il y ait des gens qui l'achètent et qui l'aiment. Dans Sonic Heroes, je crois que ça doit être une fois avec toutes les teams, donc ça doit être 4 fois, mais dans Shadow, c'est minimum 11 fois le finir pour avoir la vraie fin. Ouais. Et puis alors le finir, c'est pas juste le finir de frontalement, hein, c'est faut aller chercher les secrets, faut aller prendre tous les collectibles, faut écouter ou pas ce que les PNJ ils réclament comme quête secondaire, faut aller plus loin que la vraie fin du niveau. Enfin bref, c'est voilà, hein, c'est plein de petits trucs que tu peux pas forcément deviner si t'as pas un guide sous les yeux, si vraiment tu veux débloquer toutes les 11 fins, parce qu'il y a des fois des petites variations qui peuvent te mettre à mal. Mais non, voilà, comme je l'ai dit, je l'ai pas trouvé infâme, même pour être honnête, je trouve que au regard de ce qui est devenu Sonic après, on est sur quelque chose de honnête, on va dire. Entre guillemets. Je préfère jouer à Shadow qu'à comment il s'appelle, qu'à Sonic 2006. Très sincèrement. Je préfère jouer à Shadow qu'à Frontier aussi. Pardon, pas à Frontier, à Forces. Non, Frontier, j'ai beaucoup aimé. Je préfère jouer à Shadow qu'à Forces. Forces, il apporte rien. Non, puis il est trop. Tu peux faire même Heroes par rapport à Shadow? Enfin non, tu peux faire même Shadow par rapport à Heroes? Oui. Ouais, il est pas mal en vrai, c'est pas mal du tout. Du coup, toujours dans ce délire-là, je me suis fait Resident Evil 6. Resident Evil. Et pareil, alors là, pour le coup, autant on peut discuter sur Shadow, autant je trouve que les gens, ils ont été vachement sévères avec Resident Evil 6. Parce que peut-être que le point négatif de Resident Evil 6, c'est un scénario qui effectivement est bien en retrait par rapport aux autres, c'est celui de Chris Redfield, qui est nul à chier, parce que c'est vraiment hors de l'esprit de Final Fantasy. Oula, c'est hors de l'esprit Resident Evil. L'histoire de Léon, elle est dans la continuité de ce que Resident Evil 4 avait fait. On visite des cimetières, il y a un petit côté survival, mais pas du tout, hein. Il y a des restes de cet esprit survival qui sont intéressants. C'est toujours grandiloquent avec des phrases. Je me rappellerai toute ma vie, je pense, de la phrase de fin du scénario de Léon. Ah, les femmes. C'est oui. Et non, c'est grandiloquent, le boss de fin de ce scénario d'ailleurs, avec ils sont pas allés chercher très loin chez comment ça s'appelle Capcom. Pour Metal Gear, chez Capcom. Non, pour Metal Gear Revengeance là. Platinum. Ouais, avec combattre le président des États-Unis. Non, dans Resident Evil 6, tu combattais le ministre de la sécurité intérieure là. Ouais, dans Metal Gear, c'est le sénateur Armstrong. Oui. Là, dedans, avant, en 2013, tu combattais quand même putain, en plus, il se transforme. Moi, ça m'a fait rire parce que le virus qu'ils s'injectent et qu'ils injectent aux autres, ils en avaient marre des zombies, alors ils ont fait des zombies Gundam, c'est-à-dire que ils se transforment en mini-cubes de chair et ils se reforment en monstres. C'est hyper drôle. En vrai, c'est stylé. Moi, beaucoup trop drôle. Mais ouais, c'est vraiment Chris Redfield, ça va pas parce que c'est le gameplay, c'est les lourdeurs d'un Resident Evil, mais avec la volonté de foutre un petit peu d'action, donc ça va pas du tout. T'as l'action et la lourdeur de Resident Evil qui se rentrent en confrontation. Et tu sens qu'il y a un point de ça va pas, c'est pas fluide en fait, on a l'un qui rentre en confrontation avec l'autre, ça m'énerve et c'est très chiant parce que c'est que pam pam boum boum constamment avec Chris Redfield, malgré le fait que ce soit encore à chaque fois over the top. Je veux dire, les kaiju zombies là qui débarquent en Europe de l'Est,
c'est quand même quelque chose aussi. Mais du coup, j'aime bien et je trouve que les gens ont été trop sévères. Et je pense ce qui est rigolo, c'est que tu sens que Capcom, ils se sont inspirés de ce qu'ils faisaient avant, parce qu'il y a un peu de Dead Rising dans Resident Evil 6, mais il y a aussi beaucoup de Lost Planet, avec notamment des zombies qui, comme par hasard, ont de la bioluminescence sur certains points faibles orange, avec le orange Capcom. Ouais. Non, mais avec des gros yeux. Vraiment, c'était à l'époque qui était comme ça. On appelait ça un boss Capcom. C'était un truc massif avec des points faibles orange. C'est le boss Capcom. Oui. C'est rempli de boss Capcom et moi ça me fait triper parce que c'est vraiment, mais il reste l'essence de Resident Evil en termes de scénario et de narration qui reste volontairement kitsch et ultra nanar. Et il y a des fois j'étais genre mort de rire, et c'est bien parce que je trouve que genre premier degré, si les Resident Evil ça vous fait peur, peut-être que commencer par le 6, ça peut dédramatiser certaines choses et vous donner envie de faire d'autres Resident Evil derrière, parce qu'en fait c'est ça dans tous les Resident Evil en fait, ce genre de... c'est-à-dire qu'on s'imagine un Resident Evil comme quelque chose de terrifiant, mais il faut bien garder à l'esprit que c'est la série B, la référence principale de Resident Evil. Là, encore une fois, non mais c'est fou, c'est vraiment un podcast de la Discord, il y aura vraiment des gens pour monter au créneau et dire qu'on raconte que des conneries. Mais moi, juste, j'aimerais préciser que le Mr. X qui vous fait si peur dans Resident Evil 2, la première fois qu'il apparaît, il soulève un hélicoptère pour marcher vers toi. Oui, mais du coup voilà, donc je l'ai fait, c'est un 64 de Metacritic et je trouve que il vaut pas 13 sur 20, pour moi un 14-15 solide, tu vois, c'est sûr. Je pense que les gens ont été un peu trop sévères avec Resident Evil 6 parce qu'ils s'attendaient à quelque chose de mieux peut-être avec Resident Evil 5 qui avait été pas mal décrié quand même, mine de rien. Ah oui, non mais déjà à l'époque c'était les gens parlaient très très mal de Resident Evil 5 alors que c'est loin d'être un mauvais jeu. Hein. Ouais, mais du coup, tu vois, ça a presque fait esquiver ça, parce que maintenant, tout le monde parle plus du 6 que du 5, finalement. Pas faux. Il y a peut-être des gens qui se disent, non, mais finalement, le 5, c'était pas mal, hein. Oui, voilà, mais c'est ça en plus, hein. Ils se sont dit, oh, le 5, il est pas si mal si on le compare au 6. Du coup, j'ai fini aussi Spider-Man 2 parce qu'il fallait que je le fasse. J'en ai fait donc un test. Je vais pas revenir là-dessus parce que j'en avais déjà parlé il y a 2 semaines de ce que j'en pensais. Le fait de l'avoir fini, ça a confirmé mes craintes, hein. C'est-à-dire que le problème de fond du jeu et que pourquoi tout le monde considère que c'est un 1.5, c'est parce que la structure narrative, c'est tout le temps la même depuis déjà 2 jeux avec Miles Morales et le premier Spider-Man sur PS4. Ça a pas changé. Le fait d'avoir fini le jeu, il y avait des clins d'œil, il y avait des grosses surprises, il y avait des choses auxquelles je ne m'attendais pas à voir. Je vous invite à aller voir la vidéo si vous voulez que je vous fasse un résumé un petit peu plus complet de tout ça. Très bonne expérience, incroyable. Maintenant, quand même, va falloir faire une autre histoire pour Spider-Man 3 parce que sinon ça commence à se voir. Et enfin, j'ai fait... j'en ai fait des choses, hein. Super Mario RPG sur Switch. Écoutez, je suis fan, j'aime beaucoup, c'est très cool. Alors c'est vieillot, même s'ils ont rajouté des choses pour pouvoir faciliter, le rendre plus moderne entre guillemets. Dans le fond, tu sens quand même que c'est un proto Paper Mario. Je préfère Paper Mario, que ce soit en termes d'humour, en termes d'histoire, en termes de gameplay aussi, parce que on retrouve, une forme de Mario RPG archaïque, de Paper Mario archaïque dans les Super Mario RPG, hein. Le fond reste le même, notamment avec les interactions pendant les combats pour pouvoir faire, les jauges de style là, quand tu... Il y a un peu ça pour faire un meilleur coup, mais comme t'as moins d'indications visuelles pour le réussir, du coup c'est moins fun, on va dire. Mais ça c'est parce que c'est de la Super Nintendo, quoi. C'est quelque chose, moi, il me laisse un peu curieux ce remake de Mario RPG parce que je connais celui sur Super Nintendo que j'ai fait. Au bout d'un moment, vraiment, c'est même pas vécu comme un mini-jeu, juste dans l'original, les confirmations sur les coups. C'est vraiment juste un timing que t'apprends, il reste dans ta mémoire musculaire, et puis voilà, point barre. Oui, et puis de manière, il faut que tu le fasses, parce que des fois, le jeu, il est pas sympa avec toi, hein. Il te fout de sacrés mandales si tu ne fais pas, notamment la défense, si tu te défends pas. Si tu fais pas la parade au bon moment quand un adversaire t'attaque, moi je me suis pris des tatanes qui tuent un personnage d'un coup, hein. Oui, mais ça c'est courant. Et dans l'original, les attaques de zone, quand tu réussis un coup parfait, on les avait pas. Ça aide bien. Il a dit de mon temps. Ça n'existait pas. Mais il y a le détail qui me rend le plus curieux à propos de ce Paper Mario, c'est que selon How Long to Beat, tu comptes une 12 d'heures pour lui. L'original c'est plus 18. Ouais.
C'est un truc comme il est ça. rapide, Donc, celui-là. je me pose des questions sur la manière dont a été refondu le jeu. Je suis très curieux. Ah, mais alors, je sais pas, parce que j'ai pas fait l'original du coup, mais est-ce que tu pouvais te téléporter dans les zones depuis la map ou pas? Il ne me semble pas. Ben voilà, t'as ta réponse. Parce qu'en fait, le truc, c'est que si t'as déjà visité un endroit, tu peux y aller directement depuis le menu. Tu vas dans le menu, carte, tu cliques, tu te téléportes dans la ville ou dans la zone. Ok, c'est intéressant. Voilà. Alors, Donc, il n'y a pas de backtracking à proprement parler, quoi. Tu l'as fini ou pas du tout? Ah, il me reste 1 heure, j'ai presque fini, j'ai eu toutes les étoiles, j'y suis. Ah, d'accord. Donc, ouais, là, tu vas affronter Smithy et tout le bazar. Mais est-ce qu'il y a le boss secret? Est-ce qu'il est là? Oui, il y est. Le boss qui fout des claques, il y est. Et le boss avec sa musique de Final Fantasy IV? Il y est aussi, et d'ailleurs, elle fait partie des musiques qui ont été refaites. Ah, bah voilà. C'est ce que je voulais. Il y est, tout va bien. Culex, je crois. Et le jeu est très très cool. Ça, il y a pas de problème là-dessus. Il est très court. Hein. Je pense que si vous connaissez le jeu, vous pouvez facilement le faire en moins de 10 heures. Mais je pense que je le ferai quand j'aurai un moment. Mais après, c'est toujours le débat en fait. Est-ce que je dois jouer à un remake d'un jeu que j'ai déjà fini? La réponse est oui. J'ai fini Dead Space cette année. Moi, écoute, j'ai passé un bon moment. Les musiques sont vraiment très très cool. Maintenant, voilà, faut bien avoir conscience que ça reste encore un jeu Super Nintendo dans son ADN. Oui, bien sûr. Ça reste un jeu Super Nintendo pure souche. Voilà, faut faire attention. Même en termes d'imagerie, on est sur comment est-ce que Square Enix s'imaginait le royaume champignon avant que Nintendo ne le détaille dans les Paper Mario, enfin dans les RPG qui suivent, et surtout dans les jeux Mario de base qui ont suivi, parce qu'ils n'existaient pas avant. Donc ça fait un peu bizarre de voir que finalement le royaume champignon c'est un monde médiéval. Voilà, ce genre de choses. Au rang des vieilleries, il y a aussi l'isométrique, la perspective isométrique qui sur certaines phases de plateforme rend les choses un peu compliquées, même si l'ajout des ombres permet quand même de bien s'en sortir. Il y a des moments, voilà, ça reste un jeu dans son jus Super Nintendo. Faut vraiment garder ça en tête. Maintenant, à côté de ça, il est vraiment cool, quoi. C'est vraiment un très très bon jeu. Enfin, c'est pas n'importe quel jeu Super Nintendo. C'est juste, je me permets, avant qu'on enchaîne sur les news, de balancer une crotte de nez. Parce que ça me fait plaisir. Non, mais c'est comme ça aussi, il faut des petites crottes de nez de temps en temps. Je confirme, je serai maintenant team étagère sur ce point-là. Geno ne sert à rien. Arrêtez de nous faire chier avec ce personnage. Non, mais Geno, vraiment, tu closes son arc narratif. C'est la forêt du début. Et après, t'en entends plus parler. Jamais. Et à la fin du jeu, tu le sors parce que Bowser est meilleur. Je veux dire, c'est juste parce qu'il est stylé. Parce que Malo est plus intéressant que Geno, narrativement parlant. Il a des trucs plus intéressants à raconter que Geno. Mais oui, non mais Geno, vraiment. Geno aussi, il y a tu verras, le dernier plan du jeu est intéressant. C'est je vais balancer juste toute fin là, ouais, c'est pas mal. Ouais. Mais tu verras. Je vais juste balancer une ultime crotte de nez, mais à ce niveau-là, je vous mouche carrément dessus. Malo aurait plus sa place dans Smash que Geno. Non mais voilà. En fait, faites Super Mario RPG, c'est vraiment une très bonne expérience. Et surtout, ce qui est cool, je l'ai pas dit aussi, mais ils ont refait toutes les cinématiques. Oui. Il y a des cinématiques et ils ont fait genre tout ce qui est les super attaques en trio et elles sont vraiment très 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 belles. Et les musiques. Alors, je voulais parler des musiques. Oh, je suis désolé. Les musiques de Yoko Shimomura, c'est assez dingue quand tu t'intéresses aux travaux de compositeurs ou de compositrices de jeux vidéo, à quel point tu retrouves leur couleur musicale d'un jeu à l'autre. Et tout Mario RPG, c'est pas des musiques de Mario. J'entends la ville de Traverse à chaque fois que je vais dans une ville. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Non, mais ça fait plaisir. On va passer aux actus. On passe aux actus. Les news, on va commencer avec une actualité sur Half-Life. L'étagère, tu veux nous en parler? Half-Life, oui. récemment, c'était les 25 ans de Half-Life. Et qui dit anniversaire de jeux vidéo dit habituellement un petit peu d'abus de la part d'un éditeur qui la plupart du temps a surtout envie de faire des thunes, donc peut-être une ressortie de jeu mais qui est pas gratuite, peut-être un bundle, peut-être un machin. Pour commencer, pendant tout son week-end d'anniversaire, Half-Life était gratuit. Complètement gratuit. C'est cool. Donc c'était le week-end dernier. C'était le week-end dernier au moment où on enregistre. Half-Life était gratuit. Ensuite, Half-Life a eu
Half-Life a eu un documentaire d'1 heure sur sa réalisation. Half-Life a eu le droit à des nouvelles maps multijoueurs. Half-Life a eu le droit à des améliorations graphiques. Half-Life a eu le droit à du contenu restauré. Half-Life a eu le droit de faire un pic à 33 000 joueurs en giflant Starfield. Vraiment, Half-Life a fait des grosses dingueries. Et c'est... Le 1, hein. Ouais, le 1, oui, le 1, celui de 1998. Half-Life a eu le droit à une compatibilité Steam Deck. Oh, pas mal. Et c'est assez exceptionnel. On a eu tout un tas de ressources qu'on n'avait jamais eu jusque-là. Maintenant, on y a accès, c'est assez formidable. Ils ont réparé des bugs de Half-Life 25 ans plus tard. Ça n'a aucun sens. Ils ont amélioré ils ont fait des changements dans l'interface utilisateur. Tu vas me dire qu'il est compatible RTX aussi? Oh bah ça m'étonnerait pas. Plus que ça. C'est la seule chose qui lui manque, s'il l'est pas déjà. Et c'est assez exceptionnel de voir ça de la part de Steam. Encore une fois, vraiment, je pense que le point d'orgue de toute cette affaire, c'est quand même le documentaire. Ouais. Ça, c'est vraiment trop cool. Qui est vraiment très cool parce que c'est, on revoit Gabe dans son jeu. Maintenant, il est vieux et il est là. Il parle avec une certaine émotion de ce qu'est le premier jeu de Valve, en fait. Bah oui. Bah normal, oui. Et là, leur premier moteur aussi. C'est leur premier moteur, c'est leur premier tout. Vraiment, Half-Life est un jeu dont je dirais pas jusqu'à dire qu'on sous-estime son importance, en tout cas pas de manière courante, mais Half-Life est un morceau de l'histoire du jeu vidéo qui a jamais été aussi accessible que maintenant. En termes de découverte, ça c'est un vrai effort de conservation du jeu vidéo. C'est ce qu'il faudrait faire pour tous les anniversaires, n'est-ce pas, les 25 ans d'Ocarina of Time? N'est-ce pas les 25 ans de n'importe quoi de Nintendo, hein. Oui, j'en ai fait un short, c'est sa conclusion. Donc bon, je suis très content pour Half-Life, il a réussi à accomplir quelque chose de très intéressant. Maintenant j'aimerais voir ça se systématiser, et on n'aura toujours pas Portal 3. Il faudrait, alors c'est pas grave si on n'a pas Portal 3, mais il faudrait effectivement que ça se systématise, parce que en vrai, qu'ils aient rendu le jeu gratuit, on va dire que c'est un peu la cerise sur le gâteau, d'un gâteau qui... ce serait très bien, enfin je l'aurais mangé avec plaisir de base, parce que très honnêtement, bon, Half-Life personnellement je l'ai déjà fait, mais le coup du documentaire, juste avoir foutu un documentaire comme ça pour les 25 ans, en vrai ça m'aurait suffi et ça aurait déjà été très bien. Oui. Mais alors tout le retravail qu'ils ont fait, qui a été mis à jour pour toutes les personnes qui possèdent Half-Life, c'est déjà en soi, enfin c'est incroyable d'avoir retravaillé lui, d'avoir mis des mises à jour graphiques, pas des mises à jour graphiques, mais des options de graphisme dans le jeu, lui qui a été retravaillé, etc. Je trouve ça dingue que ça arrive et qu'on fasse ce petit cadeau-là pour les 25 ans, qui montre à quel point, surtout pour Valve, ça a été un jeu important dans l'histoire du jeu. Un jeu déterminant, c'est très clairement, ils sont pas... C'était pas nécessaire de faire ça. Mais le coup du documentaire, c'est cool. Franchement, c'est cool. Je crois que c'est Victor qui l'a vu. Tu l'as vu toi en entier déjà? Pas encore en entier, mais j'ai commencé à le regarder. Ouais, moi je l'ai vu en entier. Franchement, c'est vraiment très bien réalisé. Ok. Et en tout cas, bravo. C'est très intéressant. Il faut faire ça plus souvent. On passe à la suite? On passe à la suite. La suite, c'est le COO, donc c'est le directeur, le chargé des opérations de Pokémon Company, qui a été interviewé par le Guardian, qui nous parle un petit peu des retours de Pokémon Scarlet et Violet, Scarlet and Violet, qui, depuis que le jeu a été lancé, vous le savez, c'est pas, il n'y a pas des bons retours sur le jeu. Disons qu'il se fait un peu chier dessus pour sa technique, pour ses bugs, pour le fait que ce soit largement en deçà des capacités de Game Freak, mais surtout plutôt de la Pokémon Company, parce qu'on va dire que c'est eux les principaux responsables dans l'histoire, hein, vu que c'est eux qui pressent Game Freak comme un citron. Et le monsieur très cher Takato Utsunomiya a tout simplement déclaré qu'il prêtait attention aux requêtes des fans et au feedback qu'il y avait. Stop. Voilà. Je pense qu'on peut s'arrêter là. C'est que oui, effectivement, je vois ce genre de phrases et je crois pas trop là. Je passe à la suite, tu vois. Oui, mais ça rentre aussi dans le contexte où il a aussi déclaré qu'il voulait que Pokémon soit une licence qui dure plus de 100 ans. Oui, on peut s'arrêter là, mais enfin, c'est du vent. Maintenant, je pense qu'ils ont conscience aussi que j'ai fait un TikTok dessus, d'ailleurs, qui en parle. J'aimerais avoir votre avis là-dessus.
Pokémon Violet et Écarlate se sont extrêmement bien vendus. Ça fait partie des Pokémon qui sont le mieux vendus d'ailleurs. Mais ce sont des Pokémon qui ont peut-être aussi eu la plus mauvaise image sur Internet de tous les Pokémon. Est-ce que vous pensez pas que justement on n'est pas un petit peu sur une forme de, comment dire, de brèche de Pokémon, en mode il y a quand même une masse de personnes qui sont relativement déçues et qui risquent pas de repasser à la caisse pour la suite, pour un nouveau Pokémon. Est-ce qu'on n'a pas une masse de personnes déçues qui peuvent vraiment porter à mal la Pokémon Company? C'est une question que je pose. D'un déclin, non? Alors, moi je dirais, il y a beaucoup de choses à prendre en compte parce que ça dépend de quel type de public il s'agit en fait. Parce que, encore une fois, si c'est ceux qui découvrent Pokémon et qui n'ont jamais joué avant, peut-être qu'ils peuvent dire que en fait ça passe. Ils peuvent, hein. Je sais pas. Ils peuvent aussi donner une deuxième chance à la licence, parce que justement, ils sont pas encore dans l'étape de deuil, etc. Après, oui, il y a des gens qui peuvent aussi dire, ah non, mais c'est bon, on jette l'éponge. Enfin, c'est la plus grosse licence. Qu'il y ait des gens qui ne connaissent pas Star Wars, c'est une chose, mais Pokémon, c'est beaucoup plus gros, tu vois, encore. Oui, je sais, mais encore une fois, on ne peut pas partir du principe que tous les gens, même qui sont nés il y a 10 ans, sont à fond dans Pokémon depuis plus de 20 ans, tu vois. Donc il y a de plus en plus de gens, mais l'attitude est différente pour chaque génération, pour chaque type de personne. Il y a des trentenaires qui n'ont jamais joué au Pokémon. Oui, d'accord. Alors, je ne vois pas quel public aurait découvert le jeu vidéo via Pokémon Écarlate et Violet. Des enfants. Ils ont d'autres. Les enfants, ils ont d'autres points de comparaison. Même depuis, c'est probablement pas leur premier jeu, et c'est pas, de toute manière, c'est pas eux qui déclenchent l'acte d'achat, c'est les parents dans tous les cas. Donc je t'avoue que, enfin, si t'aimes le jeu vidéo, t'as testé d'autres trucs en termes de monde ouvert, il y a des choses qui se sont mieux construites à côté, et Pokémon Écarlate et Violet font pas le figure par rapport à d'autres types de jeux et à d'autres jeux tout court. Si t'es fan de Pokémon depuis la première heure, Pokémon Écarlate et Violet fait pas le figure par rapport à ce que la licence faisait déjà avant. Après, si t'es un jeune fan depuis 2-3 générations, Pokémon Écarlate et Violet fait pas le figure par rapport à ce qui s'est fait juste avant. Donc je t'avoue que moi je trouve la licence actuellement sur une forme de sellette, et que au moindre faux pas, ça va être compliqué pour eux, quoi. Non, mais on verra bien ce qui va se passer avec le prochain jeu, mais Étagère aurait pu placer un petit genre c'est le meilleur boycott qu'on a jamais vu, hein. Ça fait déjà des années qu'on essaie de boycotter, à chaque fois les ventes ça ne fait que exploser. Je pense pas qu'on puisse arrêter Pokémon. Et à chaque fois je pense que ça n'a rien à voir avec la qualité des jeux. La qualité, elle ne fait que se dégrader depuis quelques années, pourtant les ventes elles vont très bien. Pas du tout. Ok. Bon. C'est pour ça. Là, c'est l'instant où on va me taxer de cynisme, c'est normal parce que c'est vrai. Je suis ravi que ce président japonais de société centenaire, milliardaire de surcroît, la société en tout cas, me dise qu'il veut faire survivre sa société centenaire milliardaire. Je suis content pour toi. je suis pas forcément surpris, mais je pense pas que, en fait, je pense très sincèrement que Pokémon a atteint une taille suffisante pour pas être sur une sellette. Même quand sa foire y gagne. Je pense pas qu'on puisse se défaire de Pokémon. Je pense que c'est justement par la largeur du public qui sont touchés par la licence Pokémon que le jeu va survivre malgré tout le côté négatif qu'il représente aujourd'hui sur Internet. Moi, je pense quand même que vous sous-estimez un petit peu malgré tout la puissance d'une déception. Le MCU a fonctionné sur le Marvel Cinematic Universe a fonctionné sur des bases qui étaient solides, et au fur et à mesure que se sont succédés les films qui ont été nettement en deçà de ce qu'avait été l'arc phase 3 du MCU. Aujourd'hui, on table sur un enchaînement de bides consécutifs avec pour base des décisions qui sont catastrophiques, alors qu'on parle de quand même une société qui possède parmi les plus lucratifs des licences, quoi. Le problème des MCU, c'est qu'ils avaient du mal à faire intégrer le public le plus jeune dans une suite de vidéos, de films qui durent depuis plus de déjà 10 ans. Tandis que Pokémon, chaque nouveau jeu, il ne demande pas que les gens jouent au titre précédent. Oui, et puis surtout, le truc du MCU, c'est qu'on a eu le temps, sur la longue période de films du MCU, de voir le genre de film de super-héros d'une manière générale passer par toutes les étapes de sa déchéance, en fait. C'est un problème qui commence avec les séries, quoi. Oui, bien sûr, mais il est arrivé au MCU ce qui est arrivé au western avant lui, par exemple. Oui, voilà, tout à fait. J'aimerais beaucoup que
on va dire ce problème de qualité des jeux Pokémon et en plus la déception du public qui se retrouve sur internet pour en parler. J'aimerais bien que ça fasse bouger quelque chose chez Pokémon Company pour qu'ils puissent nous proposer des jeux de qualité qui correspondent en fait au niveau en fait de popularité et d'impact de ces jeux-là. Mais j'ai peur que, à cause de très larges publics qui sont touchés par les jeux et à tout le temps du nouveau public qui arrive, qui ne sont pas forcément les plus stricts en termes de qualité de jeu, je pense que ça ne fera pas tant que ça de retombées. Ok, bah écoutez, on passe à la suite. La suite, donc, c'est le CEO d'Embracer qui nous fait un peu peur vis-à-vis du remake de KOTOR. Est-ce que tu veux nous en parler, Mage ? Pourquoi tu veux m'en faire parler moi particulièrement, étant donné que tu sais que ça me blesse? Tu veux me faire justement pleurer pour ça. Eh bien, écoutez, le PDG d'Embracer refuse catégoriquement carrément de parler de KOTOR. Pour lui, c'est devenu c'est du un fourche-langue thème qu'il ne faut surtout pas parler. Voilà, c'est du fourche-langue. Hein. D'après lui, il a remarqué qu'à chaque fois qu'il en parle, ça devient un titre et ça l'énerve. Donc, il a dit je n'en parle pas et c'est pas. Et c'est devenu un titre. Voilà, c'est pas giga rassurant étant donné que bon, le titre a été annoncé en 2021. Oui, c'est ça. Donc je vous rappelle que les Star Wars KOTOR, c'est des jeux qui sont sortis en 2003 le premier et 2005 le second, qui étaient des RPG à Star Wars poulet que j'aime de tout mon cœur et dont j'attendais un remake. Et petit à petit, on sombre un peu dans le désespoir étant donné qu'il y avait déjà eu des problèmes il y a pas longtemps. Je sais pas si vous en souvenez sur la version Switch. Si, il n'y a pas forcément de rapport, hein, où carrément les joueurs ont attaqué en justice le studio qui était censé s'occuper du portage, etc. Et là, on arrive à un stade où carrément le patron, le grand patron d'Embracer Group, ne veut plus parler de ça parce que ça semble un peu enterré, hein, pour le coup. Donc je pense qu'on s'approche petit à petit de potentiellement une annulation dans l'ensemble de KOTOR Remake. De KOTOR Remake, ouais. hein, qui alors ils mettent des formes, hein, comme il a dit, à chaque fois que je parle, il y a un titre, mais maintenant que j'en parle pas, il y a aussi un titre. Voilà. Maintenant que j'en parle pas, il y a aussi un titre. Sony a carrément retiré les trailers de ses chaînes en disant oui, attendez, mais il y a des trucs de musique, enfin des droits musicaux qui sont arrivés à leur fin 1 an plus tard après l'annonce, oui. D'accord. Mm-hmm. Ça devient de plus en plus compliqué, personne ne veut en parler, ça devient le secret. Est-ce que je peux émettre une théorie ? Vas-y. Alors, ma théorie actuelle. Vas-y. Moi, je le sens venir que KOTOR a tellement d'importance pour Disney et pour les plans de Star Wars de manière générale, parce qu'on le sait, c'est un jeu qui a été décanonisé, recanonisé. Moi, je pense qu'au vu de la gueule des films Star Wars et de la continuité Star Wars qu'il y a en ce moment, j'avais vu une actualité qui disait que les producteurs étaient plutôt contents de la réception d'Ahsoka parce que ça leur ouvrait les chakras sur d'autres manières de raconter la licence Star Wars sans forcément passer par ce qu'il s'est raconté avec les Skywalker. Uh-huh. Je me dis, est-ce que Disney aurait pas plus intérêt à récupérer cette histoire-là, canon, importante et extrêmement appréciée des fans, pour en faire à minima plutôt une série ou un film? Là, t'es en train de dire que Disney est en train de leur mettre à l'envers, c'est ça? Disney possède Star Wars. Disney possède Star Wars, LucasArts, donc LucasArts Cinéma, pardon. Je me dis que ça pourrait pas être déconnant que plutôt que de dispatcher encore une fois un peu plus le canon. On l'a vu de toute manière. T'as vu à quel point Star Wars Survivors et Jedi Survivor et Jedi Fallen Order ne servent à rien dans le canon Star Wars. Je me dis, est-ce que vraiment tu veux d'un nouveau jeu KOTOR qui fondamentalement n'apportera rien au canon Star Wars? Je me dis, s'ils veulent développer quelque chose, j'en sais rien moi, une série sur la Old Republic, oui. Est-ce que ce serait pas plus intéressant d'avoir pour Disney, hein, pas pour moi, de ne pas avoir un jeu sur lequel tu sais pas qui est aussi important pour le canon, tu vois? C'est dans les pires des cas, ils veulent tout récupérer pour en faire une série ou un film, et dans les meilleurs des cas, c'est Disney qui met son nez dans la production de KOTOR pour placer toutes les lignes de scénarios et d'histoires qu'ils veulent avoir pour la suite de leurs histoires filmiques. Moi, je vois surtout que pour moi, ils veulent pas d'un canon trop complexe.
pour les jeux vidéo, dans lesquels c'est déjà compliqué pour les gens de suivre ce qui se passe sur la scène série et la scène film. Si en plus tu rajoutes à ça la scène jeux vidéo, et je suis intimement convaincu que c'est pour ça que les Survivors et Fallen Order ne servent à rien, c'est-à-dire qu'on veut pas que les gens se prennent la tête. Ils sont canons si vous voulez, mais on va rendre les personnages qu'il y a dedans inutiles. Pas besoin de les suivre. Je me dis que si tu fais un remake de KOTOR, à quel point il a posé des bases pour l'univers Star Wars sur ce qui s'est passé avant l'Empire, et qui a posé les bases même de la Haute République, si ne serait-ce que tu veux y faire référence dans, je sais pas moi, une future série sur la Haute République avec Yoda dedans, si ne serait-ce que tu veux faire référence à Revan, il faut que tu te laisses l'opportunité d'en faire un film, et pas que la base de tout ça ce soit un jeu vidéo. Je vais poser une question, peut-être que personne n'a de réponse dessus, mais je vais la poser quand même. Ce jeu-là, le KOTOR, il a été récanonisé avant ou après l'annonce du nouveau KOTOR? Après. Bah voilà, vous avez votre réponse. Bon, je trouve que tu vas un peu vite sur. Non mais c'est en fait c'est logique. Attends, si le jeu il était décanonisé, ils ont pu prévoir une suite tranquillement, parce que du coup Disney globalement il s'en fout, si c'est pas canon, vous faites un peu ce que vous voulez. Par contre, si ensuite ils décident que finalement le jeu il est canon, bah pour la suite il faut quand même gérer tout ça avec Disney pour que ça corresponde à ce que Disney a prévu. Moi je pense que c'est une histoire d'ayant droit dans tous les cas, et de projet de la licence Star Wars. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, en sachant, encore une fois, tu l'as dit plusieurs fois, Mage, KOTOR c'est un pivot quoi du lore Star Wars. Ouais, bon, on va voir. Là, si bien, on part dans la théorie du complot encore. Bien sûr. Il y a quelques mois, je vous rappelle, c'était en mai, je crois, Embracer se vantait d'avoir un partenariat de 2 milliards de dollars, pardon. Parce que 2 000 $, c'est pas beaucoup. C'est pas des masses. Avec un partenaire mystérieux qui finalement s'est retiré au dernier moment et qui les a foutus dans la merde et qui les a forcés à licencier 900 employés et tout, tu vois. Est-ce que ça serait pas Disney qui rôde autour et qui essaie de les fatiguer? Ils leur ont fait croire qu'ils allaient faire un truc. Ben, c'est possible. Hein. Non, mais voilà, théorie du complot, on y est. Dans tous les cas, bon, je vous avoue que là, dans l'état actuel, quand il y a le PDG qui veut pas parler du plus ou moins, alors, un des projets qui devrait être une de leurs features principales, c'est pas giga bon signe. Non, c'est sûr. Dans tous les cas, c'est pas bon signe. Moi, je mets encore mes 2 coins sur Disney. Sur Disney qui fout effectivement le boxon pour X ou Y raison dans tout ça. Ok, ben next, c'est parti. La suite, c'est plus une news de l'anecdote qui va introduire encore une autre news Nintendo. J'avais envie d'en parler. C'est presque un point étagère en fait. Non. Non? Ah bon? Non, enfin si. Est-ce que t'as une attirance particulière pour Jet Force Gemini étagère? Bah, c'est un point qui est à la fois Victor et moi, étant donné que c'est un jeu de Rare. Oui, c'est peut-être le jeu préféré d'un enfant né de l'union de Tagère et de... Et dommage. Ce qui est très étrange. Bref, oui et non. C'est-à-dire que Rare, des jeux pour la 64, ils en ont fait tout un tas. Je sais pas si je choisirais Jet Force Gemini. Il est bien, hein. Il est pas incroyable. Non, il contrôle mal. Oh, j'ai jamais réussi à le finir. Ah, c'est vieillot, hein. Aujourd'hui, c'est vieillot. Mais bref, il se passe quoi? En fait, ce qui se passe, c'est que Jet Force Gemini, vous ne le savez peut-être pas, mais il est pas Peggy 18, mais il est 0Z. Alors, au Japon. C'est quoi déjà un Jet Force Gemini? Parce que ça m'a l'air vieux quand même. C'est un jeu de Rare. Attends, c'est carrément. Attends, il est vraiment 0Z? Ouais, comme GoldenEye 007. Non mais GoldenEye, je veux bien comprendre, il y a une violence qui est entre guillemets issue d'un film. Bref, GoldenEye, c'est entre guillemets réaliste pour l'époque, mais Jet Force Gemini. Ouais, bon ouais. Non mais c'est hyper drôle. Attends, mais c'est parce qu'on tire sur des fourmis que... 0Z, c'est pour les gens qui nous écoutent, 0Z, c'est l'équivalent de Peggy 18. Bah, c'est Peggy 18, c'est interdit aux moins de 18 ans. Mais c'est hyper drôle. Le truc, c'est que l'application Nintendo Online qui lie les jeux Nintendo 64 sur le tout risquait d'être classifié 0Z à cause de ces jeux. Genre, du coup, si tu voulais jouer à Super Mario 64 présent sur l'application aurait pu être 0Z lui aussi, tu vois, à cause de la présence de ces jeux. Donc ça a forcé au Japon, en tout cas, Nintendo à créer une application à part Nintendo 64 pour les jeux 0Z. Alors il y a 2 jeux dessus, il y a Jet Force Gemini et GoldenEye 007 sur N64. Il y a que ces 2 jeux dessus, mais il y aura probablement à l'avenir d'autres jeux classifiés Peggy 18 au Japon qui vont débarquer dessus parce qu'il fallait que l'application
puisse répondre à toutes les mesures de protection de l'enfance en vrai, c'est pas mal du tout, c'est très bien même. Mais c'est hyper drôle que... Non mais je suis désolé, moi, j'arrive pas à passer outre le fait que le jeu, il est 0Z. Non mais... Est-ce que vous pouvez expliquer pour les personnes qui ne connaissent pas Jet Force Gemini, parce que j'arrive toujours pas à obtenir, c'est quoi Jet Force Gemini? Vous pouvez nous dire c'est quoi le jeu? C'est un jeu Rare, donc c'est un jeu qui de toute façon était plutôt pour les c'était pour les enfants. C'était enfin tous les jeux Rare sont pas pour les enfants, tu me diras, mais bref, c'était un jeu qui était développé pour la Nintendo 64 dans lequel tu joues des espèces de rangers dans l'espace qui viennent qui sont en lutte avec un seigneur insectoïde qui s'appelle Mizar et qui a réduit ils viennent secourir une planète, je crois que c'est Goldwood, mais un truc comme ça, et ça a une esthétique entre guillemets Starship Troopers, mais c'est beaucoup moins violent que Starship Troopers. Chez nous c'est un Peggy 12 Jet Force Gemini. Oui, non mais c'est hyper drôle. 12. Je crois même n'oubliez pas que c'est un vieux jeu. C'est un vieux jeu avec une vieille classification. C'est-à-dire qu'il n'a pas été reclassifié 0Z. C'était à la sortie de Jet Force Gemini, il a été classifié 0Z. Je sais, mais je trouve très très drôle de qualifier Jet Force Gemini de 0Z. Ce qui veut dire que sur 64, dans les jeux 0Z, et il y en a pas tant que ça, il y a Jet Force Gemini, il est à côté de Resident Evil 2, et ça c'est marrant. Je suis désolé, c'est hyper drôle. Ok. Mais Conquer Bad Fur Day, il est aussi. C'est peut-être pour la violence des langages. Conquer Bad Fur Day, sûrement. Hein. Il est même pas 0 quelque chose. Conquer, il est pas sorti au Japon. Là au moins, on est fixé, tu me diras. En tout cas, c'était rigolo parce que si vous voulez sur internet, ça avait fait. Il y avait plein de gens qui s'étaient surexcités en mode il va y avoir un jeu Peggy 18 qui va débarquer. Ça va être Switch Conquer Bad Fur Day. Non, mais ce qui s'attendait, ils savaient que c'était pour la. Oui, ok. Non, c'est juste l'application Peggy 18 qui débarque. Maintenant, à voir si ça va arriver en France. En plus, c'est hyper drôle. C'est vraiment hyper marrant parce que c'est un jeu de Rare 0Z. Mais lequel ça peut être, dis donc. Mais c'est de la torture. C'est terrible ce qui s'est passé. Sur ce, on va passer à la suite avec encore une news sur Nintendo. Bon, la suite, vous savez, on propage pas, on parle juste des rumeurs et des leaks, enfin des rumeurs entre guillemets, et occasionnellement on parle de leaks aussi. En l'occurrence, il y a eu un leak relativement sérieux, encore une fois, sur la puissance de la Nintendo Switch. Je sais pas si vous vous souvenez, il y avait Digital Foundry qui avait fait une analyse de la supposée puce de la future Nintendo Switch qui devrait arriver, une Tegra DT239 avec... la fameuse Switch 2, entre guillemets. Ouais, la nouvelle Nintendo Switch, on va plutôt l'appeler. Qui, du coup, une puce qui aurait pu intégrer du fameux DLSS, et tout le monde s'était emballé en mode « Ah, ça voudra dire qu'on pourrait avoir potentiellement de la 4K sur Nintendo Switch 2, ça pourrait être intéressant, rattraper le niveau, entre guillemets, de technique des PlayStation 5 et des Xbox Series à arriver. » C'est la fameuse que les représentants de Nintendo ont dit que non, c'est pas vrai tout ça, du tout, ça n'existe pas du tout. Les rumeurs qui ont été niées par Shuntaro Furukawa, donc l'actuel CEO de Nintendo. Et bon, ça allait un peu plus loin depuis, parce que toujours Digital Foundry est revenu là-dessus, donc il confirme qu'effectivement ce serait... Voilà, les leaks, on parle encore de ce fameux Tegra T239. Par contre, là où ça a avancé, et là pour le coup on est sur quelque chose de peut-être un petit peu plus vraisemblable, je dis pas que c'est réel, attention, je dis que c'est plus vraisemblable et plus en accord avec ce que Nintendo nous a proposé sur ces 3 dernières générations de consoles, il n'y aurait pas de DLA. Alors le DLA, c'est la technologie qui permet facilement d'intégrer du DLSS, ça veut pas dire qu'il n'y aurait pas de DLSS, mais disons que c'est ce qui permettrait d'avoir du DLSS en 4K avec le minimum de ressources. Là, il n'y aurait pas ce fameux DLA, on ferait du DLSS, mais ça irait pas plus haut que du 1080, 1440p, et on retombe un petit peu sur tout ce qui avait été dit jusque-là, sur une console de capacité similaire à ce qui se fait sur PlayStation 4, se faisait sur PlayStation 4 Xbox One à l'époque, ce qui reste pas mal. On vous rappellera qu'actuellement sur PS5, de toute manière, ne sortent que des jeux PS4 boostés, donc finalement, on a rattrapé un peu. On se rappelle surtout que la Switch actuelle, c'est 720p. Et non, c'est 1080p. 720p, c'est sur le mode portable. T'as pas besoin de faire un cheval pour appuyer tes arguments, Elena. Donc oui, écoutez, ça reste intéressant de parler de technologie, de ne pas avoir l'entièreté du DLSS. Je trouverais ça dommage pour Nvidia, surtout parce que
mine de rien, Nintendo, c'est les seuls à proposer une puce d'architecture Nvidia dans la guerre des consoles, entre guillemets, puisque tous les autres ne proposent que des puces dérivées de AMD, que ce soit Xbox ou PlayStation. Donc, écoutez, à voir, de toute manière, ça ne reste que non, c'est des leaks, entre guillemets. Maintenant, si Shuntaro Furukawa, il a dit que c'était pas vrai, on part du principe que c'est pas vrai. Même si ça l'arrange de dire que c'est pas vrai, évidemment. Mais écoutez, voilà, ces choses-là que potentiellement c'est pas vrai, voilà. Visiblement, il y a des gens qui pensent que c'est c'est vrai. Tenace, hein. C'est tenace, hein, encore une fois, ce genre de choses. Bien sûr. Que Nintendo le dénie, le nie, c'est une chose, mais... oui, ils disent aussi qu'ils écoutent bien les retours sur Pokémon. C'est pas Nintendo, c'est Pokémon Company. C'est à peu près la même chose. C'est pas pareil du tout. C'est pareil. Oh là 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 là, Elena, pas toi. C'est pas pareil du tout, mais c'est pas grave. Je t'en veux pas, je t'aime quand même. C'est bon, je suis aigri contre Pokémon. Laisse-moi d'être aigri contre Pokémon. Voilà. On passe à la suite. La suite est un peu moins drôle. C'est Sony qui risque de perdre plusieurs milliards de dollars dans une affaire qui finalement ressemblait à n'importe quelle autre affaire en justice sur le jeu vidéo, en mode c'est des illuminés qui ont décidé d'attaquer Sony pour des raisons qui sont tout à fait louables, mais qui risquent pas d'aboutir parce que Sony et la puissance de ses avocats, voilà. Mais finalement, ça commence à devenir très sérieux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un groupe de consommateurs au Royaume-Uni, oui. en Grande-Bretagne, qui avait attaqué Sony pour concurrence déloyale, qui, en tant que, utilisant sa position de monopole à cause du PlayStation Store, surfacture les jeux à hauteur de 30%. Pas mal quand même, hein. Ouais, c'est la marge qu'ils se prennent pour, parce qu'ils sont justement les seuls à pouvoir vendre des jeux PlayStation sur PlayStation. Jusque-là, personne n'est surpris. C'est pas la première fois qu'on parle de ce petit souci-là de concurrence. C'était pas les histoires comme quoi des fois on trouvait il y a un certain nombre de temps, genre les jeux en physique coûtaient moins cher que la version sur PlayStation Store, c'est ça? Ah oui, non, pas du tout. Normalement, c'est censé coûter moins cher, mais en fait, c'est que Sony rattrape toutes ces marges. En fait, ils se prennent 30%. Chaque jeu vendu sur le PlayStation Store, il y a 30% qui vont dans la poche de Sony. Et c'est pas que les jeux, c'est aussi toutes les DLC, toutes les microtransactions. C'est notamment ce qu'avait dénoncé Epic, je sais pas si tu te souviens, sur les marges que prenait Apple. Sony fait pareil. Nintendo fait pareil, Steam fait pareil. Oui, tout le monde prend une marge, oui. Là où c'est moins dramatique sur Steam, c'est que t'as beaucoup plus de concurrents sur PC que sur les autres en termes de magasins en ligne. Oui. Par contre, voilà, sur PlayStation, t'as pas un store alternatif au PlayStation Store. Oui, tu peux acheter que chez PlayStation. Donc ils utilisent ce monopole-là pour pouvoir tranquillement faire leur politique tarifaire. Oui, et ça touche autant les consommateurs que les développeurs de jeux vidéo, parce que s'ils veulent se vendre chez PlayStation, que les gens les jouent sur PlayStation, ils n'ont pas le choix, ils doivent se vendre sur PlayStation. Exactement. Alors le truc, c'est que cette plainte, au début, Sony l'avait un peu laissé passer en sous-sous en se disant ça n'aboutira jamais. Sauf que ça aboutit et c'est en train de finir sur le tribunal en fait. Et que actuellement ils sont en train de risquer une amende de 5,9 milliards d'euros. Milliards. Ouais, avec possibilité de rembourser ces fameuses quotes-parts à chaque joueur. Attends, alors... Waouh. C'est avec actuel, c'est genre en mode... si jamais le géant nippon venait à perdre cette affaire au tribunal, il devra rembourser l'intégralité de la somme qu'il doit aux clients britanniques. Mais parce que du coup, c'est que les Britanniques, parce que c'est la plante qui est en Grande-Bretagne. Ouais. C'est-à-dire 5,9 milliards d'euros. Oui, mais du coup, si ça se passe au Royaume-Uni, il y a de fortes chances que ça puisse se faire ailleurs aussi. Si ça passe en Grande-Bretagne, ça fera boule de neige partout, donc c'est pas que 6 milliards, presque 6 milliards, ça fera beaucoup plus, quoi. Voilà. Donc, écoutez... Les problèmes. C'est assez surprenant pour un coup, effectivement, que ce genre de choses-là aboutissent, parce que je me souviens encore que, je sais pas si vous vous souvenez de cette époque où il y avait tout le temps un Américain qui portait plainte contre Nintendo ou contre Sony pour X ou Y raison. Ouais. Et c'est vrai que même nous, on avait tendance à le voir passer en se disant non mais ça va jamais aboutir de toute manière. Et là, effectivement, alors je sais pas, est-ce que le tribunal du commerce du Royaume-Uni a une dent contre Sony maintenant Alors déjà, disons que une plainte collective, ça a plus d'impact qu'une plainte solo. Oui. Parce que ça concerne beaucoup plus de personnes, que généralement ils sont présentés par plus peut-être de spécialistes
dans le même domaine, et surtout il y a des gens qui sont vraiment spécialisés dans le domaine qui peuvent tomber sur le cas précis et qui peuvent pousser mais de toute leur force. Et ce qu'on voit aussi, c'est que ils passent quand même, actuellement ils sont dans le Competition Appeal Tribunal, c'est que techniquement, alors après c'est peut-être que je me trompe dans la traduction, appeal, est-ce que c'est la deuxième instance techniquement, donc c'est pas le premier niveau non plus qu'ils passent. Ça veut dire que voilà. Non, mais c'est parce qu'en fait ils ont perdu. Ça dure, voilà quoi. Donc si on passe d'une instance à l'autre, c'est qu'il y a aussi les juges qui sont de plus en plus compétents dans le domaine en particulier et qui peuvent appeler aussi des spécialistes pour les aider. Ils sont de plus en plus forts quoi. Entre nous, on est d'accord que c'est ubuesque que sous prétexte que tu peux acheter tes jeux que sur le PS Store, en plus qu'ils sont dans une démarche de tout dématérialisé, voilà, qui sont dans cette vu qu'ils sont dans cette démarche-là, c'est abusé d'avoir 30% à ponctionner juste sous prétexte que t'es sur PlayStation. Après, je dis pour PlayStation, mais ça marche pour tous les autres aussi, hein. Microsoft fait pareil avec son démat. Ça se voit un peu moins parce que ils ont le catalogue Game Pass derrière où ils ont un système un petit peu bizarre de générer de l'argent avec leur abonnement. Oui, mais du coup, c'est marrant parce que là, ça concerne Sony, mais encore une fois, si ça aboutit, ça va pas concerner que les consommateurs d'autres pays, mais ça peut aussi concerner toutes les autres plateformes. Oui. Ce sera un précédent, surtout que je vous rappelle, la Grande-Bretagne, c'est le pays des précédents. S'il y a un cas qui marche, il peut être appliqué pour tous les autres cas similaires. Est-ce que si ça marche, la Grande-Bretagne est bannie de PlayStation? Ouh quand même. Quand même. Fallait pas vous plaindre. Vous êtes punis de PlayStation. Enfin bref, je sais pas ce que vous en pensez. Vous, moi j'aime bien quand il y a une situation de monopole qui s'écroule. Ouais. C'est sympa parce que admettons que ça aboutisse. Bon, je suppose que Sony va trouver une pirouette à faire pour éventuellement pas que ça aboutisse dans d'autres pays. Je leur souhaite, j'aimerais bien voir Sony survivre. Cependant, moi je serais très amusé si tous les autres voient l'orage arriver et se disent oula, on va arrêter peut-être. Oula, oui. Let's go la libre concurrence sur les stores Sony, sur les stores Microsoft, chez Apple aussi, enfin. Alors, vous vous rendez compte que si ça se trouve, si ça peut aboutir après c'est un monde utopique, hein, création d'une plateforme unique où tu peux acheter n'importe où et jouer n'importe comment sur n'importe quel support. C'est plutôt l'inverse de ce à quoi je pensais, mais soit. Voilà. C'est bien. On va passer à la suite. C'est bien. L'ultime news, du coup, c'est Housemarque, toujours PlayStation, hein, mais bon, Housemarque, vous connaissez, hein, c'est ceux qu'on fait Dead Nation, Outland, Resogun. Ils ont fait Super Stardust, un de mes jeux préférés de la PlayStation 3. Mm-hmm. Tu le dis bien. Merci. Et ils ont fait Returnal, mon jeu préféré de l'année 2020, qui était vraiment incroyable. Moi, j'ai adoré Returnal. C'est ton jeu préféré de la PlayStation 5 ? Alors maintenant qu'il est sur PC, c'est compliqué, mais non, oui, je trouve que c'est le jeu le plus couillu de Sony depuis ces 10 dernières années. C'est un des plus parce qu'il est pas dans cette mouvance justement des jeux solo narratifs machin. Alors il y a une dose de narration, mais il est fondamentalement très arcade et très indé parce que ça reste un roguelite triple A et il est vraiment, je vous le conseille, hein, si vous aimez les roguelites, allez-y. Mais bref, on n'est pas là pour parler de Returnal, on est là pour parler de Housemarque, et plus précisément de son président, son ancien président, Harry Kruger, qui quitte Housemarque, malheureusement, dans un communiqué, au cours de mes 14 années chez Housemarque. J'ai eu la chance incroyable de travailler sur un projet de rêve après l'autre, et j'ai eu le privilège de travailler aux côtés de personnes vraiment talentueuses et merveilleuses tout au long de mon parcours. Ce fut un honneur d'accompagner Housemarque dans ce voyage, d'être témoin de notre croissance depuis nos petits titres inspirés des jeux d'arcade jusqu'au sommet magnifique que nous avons atteint avec Returnal. Nous avons vraiment secoué les piliers du ciel ensemble, et je serai toujours fier de toutes les choses incroyables que nous avons accomplies en tant que studio. Partir de chez Housemarque a été une décision très difficile pour moi, mais je quitte l'entreprise avec rien d'autre qu'une profonde gratitude pour le passé et un optimisme éclatant pour l'avenir, avec un nouveau projet passionnant en préparation, une équipe fantastique qui est plus forte que jamais et le soutien continu de Sony et de PlayStation Studios. Je sais que le chapitre le plus brillant de Housemarque n'a pas encore été
écrit. Donc écoutez, c'est un départ... qui sonne, écrit par ChatGPT. Pardon, excuse-moi. Excuse-moi. Un départ doux amer, il n'y a pas l'air d'avoir de problème particulier. En tout cas, on n'est pas encore mis au courant. Ou en tout cas, on n'est pas encore mis au courant. Ce qui est vrai qu'il est un peu dommage, c'est que ça vient aussi un petit peu consécutivement après les annonces d'Housemarque de devenir un pôle de création d'Europe du Nord important. C'est tout ce qu'on leur souhaite en tout cas. Mais ça se fera du coup sans le CEO historique, malheureusement, qui s'en va vivre d'autres aventures. Et bon vent. Au revoir. Salut mon pote. Bisous. Salut mon pote. Eh ben d'accord. Voilà. C'était les actualités de la semaine et c'était votre podcast d'actualité jeux vidéo préféré Singe Pourpre. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés jusque-là. Ça nous fait toujours super plaisir de savoir que vous êtes là à nous écouter. Merci Elena. Merci. Merci Étagère. Salut. Merci Brandon. De rien. Merci Mage. Merci. Oui. Allez, ciao tout le monde.